Ce matin, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et son épouse, la princesse Camilla, ont décidé de faire du bateau. En compagnie de leurs deux filles, Chiara, 14 ans, et Carolina, 16 ans. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. Bon, belle journée. Oui, très belle journée. Voiturier, accueil VIP, la famille fait partie des 2000 membres du très sélect Yacht Club de Monaco. Cet établissement regroupe les propriétaires des yachts les plus prestigieux au monde. Pour faire partie de ce club très fermé, il faut payer un droit d'entrée de 27 000 €, être coopté par 2 parrains et surtout adoubé par le prince Albert de Monaco. C'est très social et c'est vraiment un rendez-vous qui est devenu un rendez-vous central aujourd'hui pour toute la principauté. Je crois que tous les plus beaux événements de la principauté se font et se tiennent aujourd'hui dans ce yacht club. Guarda che bello, guarda. Charles de Bourbon est le descendant d'une dynastie qui régna dans le sud de l'Italie au XVIIIe et au XIXe siècle. Ouais. Aujourd'hui, la famille vit entre New York, l'Italie et Monaco. Leur bateau les attend au large dans la baie. Bonjour. Bonjour, princesse. Bonjour, merci beaucoup. Ravi de vous voir. Merci. Une annexe va les y conduire. Dans cette marina, un concentré de luxe où sont rassemblés plus d'une centaine de yachts. Ce port, en fait, c'est une baie naturelle et c'est un des seuls ports sur la Côte d'Azur qui est en eau profonde, naturelle. C'est-à-dire il y a tout de suite 20-30 mètres. Donc tous les plus grands yachts du monde peuvent Oui, exactement. y accéder. Par exemple, vous en pensez quoi de ces bateaux? Ah oui, mais il y a plus gros même. Nous connaissons les armateurs, donc qu'on fréquente, qu'on a le plaisir souvent d'aller à bord. Et le bateau, c'est un peu un status symbol. C'est un petit peu la guerre de qui veut avoir le plus beau, le plus grand, le plus majestueux. Dans cet univers de démesure, pour amarrer un yacht de 100 mètres au port de Monaco, il faut débourser 2 500 € la nuit. Les propriétaires de ces géants des mers sont footballeurs, acteurs à Hollywood, pilotes ou encore riches industriels. Certains ne viennent qu'une fois par an, mais à bord, tout doit être prêt pour leur bon plaisir. En ce moment, dans la baie de Monaco, le navire qui fait sensation, c'est un voilier de 143 mètres de long, designé par Philippe Starck. Il appartient à un homme d'affaires russe qui se l'est offert pour 500 millions €. Tu vois, Caroline, ce bateau que tu vois là, le 3-mâts, c'est des mâts de 100 mètres de haut. Il est hallucinant, ce bateau. Mais tu avais pas dit que dans un des mâts, il y avait un ascenseur? Il y a un ascenseur qui t'emmène tout en haut, et puis un autre ascenseur qui t'emmène dans la quille. Imagine-toi, pour 2 personnes, il y a même un petit bar, et tu peux regarder les fonds marins parce que la quille est transparente. Waouh! À côté, le voilier du prince de Bourbon apparaît bien modeste. Il lui a pourtant coûté 2 millions €. À bord, un capitaine, un ingénieur et une serveuse, tous 3 employés à l'année. Voilà. Ça va, capitaine? Très bien. Et tous 3 aux petits soins pour la famille de Bourbon des Deux-Siciles. Première fois sur le bateau, venez. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Ça va, Xavier? Grand amateur de régate, le prince Charles aime prendre la barre de cette merveille de technologie. Alors, on va virer. Pont en tech, aucun cordage apparent et système de navigation sophistiqué. On peut barrer le bateau seul, parce que toutes les commandes de voile se font ici, aussi bien pour la grande voile que le foc devant. Et on peut donc faire des manœuvres, virer, empanner. Donc c'est quand même assez extraordinaire, parce que c'est un bateau c'est 24 mètres quand même, donc c'est pas un petit dériveur. Et on peut faire ça tout seul. Ah, les filles nous font le coup de monter sur dans la baume. Salut! Faites attention! C'est l'amusement depuis qu'elles sont tout petites. Elles ont toujours voulu faire ça, elles le font encore. Et alors, soulève, mets-toi debout. Mets-toi contre, comme ça. Comme ça, comme faisait, comme ça. Les mains en l'air. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es content, chat? Tu es heureux d'être ici, sur ton bébé? Je suis très content, surtout que sur ton c'était grand pas... amour qui est le bateau. Il faut que je te partage avec le voilier. Oui, mais enfin bon, c'est mieux ça qu'autre chose, non? Charles est français, Camilla italienne. Ils sont tombés amoureux il y a 23 ans. Une rencontre orchestrée par le prince Albert de Monaco lors du célèbre bal de la Rose.
Et il nous a fait le jeu du Cupido parce qu'il a voulu vraiment présenter Charles à moi et moi à lui. Et c'était presque vraiment, comme on dit, une étoile qu'il a voulu mettre sur nous. Et c'est pour ça qu'après, on a insisté et on a eu le plaisir qu'il soit notre témoin de mariage. Entre petits plaisirs et gros business, Le port de Fontvieille, c'est très beau d'ici. le marché du yacht et des voiliers de luxe est en plein essor. Il y a tout à Monaco, c'est vraiment, il y a tout. Hein, il y a tout. 5000 yachts de plus de 24 mètres naviguent à travers le monde. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Une offre qui s'adapte sans cesse au goût des clients. Dans la baie, une étrange machine semble perdue au milieu de ces monstres des mers. C'est en réalité un sous-marin, le nouveau jouet des ultra-riches. Nemo, est-il à surface? Tout va bien? Ça va. La clim ne marche pas, mais sinon tout va bien. Montana, le pilote canadien, fait ses derniers essais avant d'accueillir dans quelques jours ses prochains clients. Les gens peuvent venir à bord, aller sous l'eau, se faire plaisir, même boire du champagne. Du champagne ici? Bien sûr, pourquoi pas? Tout est possible dans le yachting. Tout est possible. Boire une coupe de champagne en observant les poissons, comme ici à Malte l'année dernière. Le sous-marin peut descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il est en fait l'un des accessoires de ce yacht de 70 mètres. Ce bateau, qui ressemble à un navire de guerre, est en location pour cet été, à 330 000 € la semaine. Le sous-marin est en option, 50 000 €. À bord, on trouve de quoi combler le plaisancier sportif. Pistes d'hélicoptère, scooters des mers, matériel de plongée professionnel et même une chambre de décompression en cas d'accident de plongée. Un yacht unique en son genre, fleuron du catalogue de Rob et Natalia Dolling, les brokers qui sont en charge de gérer sa location. Avant que le bateau ne rejoigne ses prochains clients, il vérifie auprès du capitaine que tout est prêt. Ça va? Alors, comment ça se passe? Ça va. On vient de recevoir le certificat de location. On va l'enregistrer. C'était la dernière chose qui manquait. Vous êtes prêt à partir, non? Ah, on est prêt. Très bien. Ces 5 dernières années, le marché des yachts d'exploration a explosé. La norme avant, c'était les gros yachts blancs. C'était bronzer au soleil, déjeuner, dîner. Mais les gens ont fini par se lasser. La nouvelle tendance, ce sont ces yachts d'exploration pour partir dans des endroits reculés. Et ce bateau est l'un des plus gros et des plus prisés dans cette catégorie. Pour le moment, on a loué pour quelqu'un qui voudrait utiliser ça comme 12e bateau avec un autre. C'est quelque chose de nouveau et beaucoup de monde qui est intéressé par ça. Pour une semaine de location, Rob et Natalia empocheront 17 000 € de commission. Bien qu'il ait une allure extérieure un peu austère, On va configurer la grue pour le sous-marin. le service à bord est du même niveau que sur les autres yachts. Il y a 17 membres d'équipage. Sur le pont, l'équipe en charge des activités nautiques. En cuisine, un chef anglais qui a longtemps travaillé dans des palaces. Ross a 29 ans, il est employé à l'année et gagne 6 500 € par mois. Sur un yacht, les clients changent d'avis d'un jour sur l'autre. Parfois, ils veulent des choses simples, comme un hamburger, et parfois, ils veulent des choses plus extravagantes. On doit les trouver même quand on est dans des endroits reculés. Et c'est difficile. On ne peut pas dire non. Vicky, responsable du service à bord, répète sa partition. Bonjour, c'est pour faire la chambre. Elle gagne 6 000 € par mois. Elle travaille sur les super yachts depuis 10 ans, attentive aux moindres détails.
Il faut se souvenir de ce qu'ils préfèrent, leurs produits cosmétiques, où ils aiment ranger leurs affaires, s'ils veulent ou non une couverture sur leur lit, s'ils veulent des rideaux fermés ou ouverts. Oui, c'est très important de prendre en compte tout ce qu'ils aiment. C'est le service que nous offrons. Ce yacht sera mis en location jusqu'à ce que Rob et Natalia arrivent à le vendre. Son prix, 29 950 000 €. Le yachting génère chaque année un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros au bénéfice de la principauté. Natalia et Rob ont réussi à se faire une place dans ce business très fermé et concurrentiel. Il est anglais, elle est russe, et ils ont choisi de vivre ici pour développer leur entreprise de location et de vente de yachts. Tous nos clients choisissent Monaco pour leur rendez-vous professionnel ou pour le plaisir. C'est un endroit fantastique. Moi, j'adore Monaco, Côte d'Azur. Moi, quand j'ai déménagé ici, c'était 2001. Et moi, j'ai dit, je vais mourir ici. Le statut de résident monégasque leur permet d'inscrire leurs 2 filles de 3 et 5 ans dans une école maternelle au sein de la principauté. Elle est où l'école, à la Natalia? À FNB, Nicolas Barré. Elle apprend toutes les études en français, mais une fois par semaine, il déjà apprend anglais. Mais après, quand elle va être plus grand, il y a facultatif de russe, d'arabe, de japonais. C'est incroyable, il a le choix. Elles vont vendre des bateaux aussi? Oh, j'espère, hein, j'espère. J'espère qu'elle va continuer notre business. Une fois les enfants à l'école, Natalia et Rob partent à la chasse aux clients. Oля, hi. So we're coming soon. We should be there in about 5 minutes. So if you can prepare to go out. Ce matin, ils doivent faire visiter un yacht Hi. à l'une de leurs plus fidèles clientes, mais aussi l'une des plus tatillonnes. Contente de te voir. Olga est russe. Elle dirige un journal monégasque de mode et de luxe. 2 fois par an, elle loue un yacht à Natalia. Une semaine en juillet avec sa famille et une autre en septembre avec ses amis. Natalia, parle-moi un peu de ce bateau. Yeah. So the yacht we're gonna see is 26 meter La Pausa. We had charters. I mean, from Japanese to Arab, Russian, Ah, vraiment? any nationality, Chinese even. I mean, not to mention Swiss, Italian, French. They make everyone happy. On est arrivé. Ah, enfin. So that's La Pausa. Le bateau n'est pas à Monaco, mais de l'autre côté de la frontière, en Italie. Olga loue habituellement des yachts 2 fois plus grands que celui-ci. Bonjour. Bonjour. Si elles font affaire, Natalia touchera 5 200 € de commission. Elle va tenter de convaincre Olga en lui montrant les meilleurs atouts de ce petit 26 mètres. And if I'm not mistaken, this goes down and you can have all this as a bed. Ah oui, comme un lit. Because I had a charter when there were girls, they were celebrating their birthday, jumping in Saint-Tropez on this bed. Ok. Pas mal. Ok. Prenez un verre. Oh, thank you. Yeah, I would like to... Mais Olga va immédiatement tiquer sur un détail. Où est la télé? Vous n'avez pas la télé? Si, elle est là. Elle est cachée. Ah, ok. Ok, elle est cachée. Yeah, because for kids... Parce que pour les enfants, c'est important. Ils regardent toujours les dessins animés. All the time. A few years ago, I also was in Il y a quelques années, j'ai loué un bateau de cette petite taille. Ça bougeait beaucoup, on ne pouvait pas regarder la télé, c'était insupportable, ce n'était pas stable. Ce yacht est très stable. Oui. Et la chambre parentale, elle est loin du moteur? Le moteur est ici en dessous. Et la chambre est à l'autre bout. C'est très important. J'en ai fait l'expérience et c'était un cauchemar. Le moteur près de la chambre qui fait boum boum boum.
Impossible de dormir. Olga veut tout voir par elle-même. Ok, le matelas. La télé, elle est là. Oui, vous l'avez aussi dans la chambre. Ok, double vase. C'est super. Ça, c'est tout en marbre. Donc c'est très frais, très agréable. Je vais vous montrer les cabines pour les invités. Sur 2 étages, le bateau peut accueillir 11 personnes, avec ses 5 cabines. Jolie vue. Ici, c'est pour une personne. I think it could be ideal for you because you travel with a nanny. So I think that could be her place and maybe kids' toys, gadgets. I think this is ideal because it's a bit away from others. Prix de cette location, 52 000 € la semaine, équipage compris. À cela, il faut ajouter l'essence, les boissons et la nourriture. Mais Olga n'est pas convaincue. Natalia va devoir lui proposer d'autres bateaux, plus grands. La règle d'or dans le yachting, ne jamais dire non aux clients et répondre à toutes leurs envies. Pour garantir à bord un niveau de service digne d'un palace, le Yacht Club de Monaco organise des formations sur mesure pour les membres d'équipage. On peut aller sur du pouilly fumé, celui qu'on va goûter justement sur le bateau. Cet après-midi, le chef sommelier et le barman du club sont envoyés sur l'un des plus beaux yachts du port. Superbe bateau. Très joli bateau. Un navire de 50 mètres de long qui vaut 50 millions d'euros et appartient à un milliardaire qui tient à rester discret. Merci. Nous ne connaîtrons pas son identité et nous ne serons pas autorisés à filmer les cabines. Bienvenue à bord. Nicolas, notre chef cuisinier. Tiziana, notre chef hôtesse. À bord, 11 membres d'équipage. Je vous propose de nous suivre au fly deck. Avec plaisir. Mathias, le capitaine, veut préparer son équipe à l'arrivée prochaine du propriétaire qui entamera une croisière avec quelques amis. Ce dernier est amateur de bon vin. Le capitaine a donc demandé une formation de 3 heures sur le thème « Accords mets et vins ». Le Yacht Club a apporté les bouteilles en se basant sur les goûts du propriétaire du bateau. Lionel, le sommelier, 25 ans de carrière, a travaillé dans les plus grands établissements étoilés. Donc lorsque vous servez une bouteille de vin, une bouteille de champagne, bien entendu, toujours l'étiquette face au client. Donc on peut voir que la bulle est plutôt fine, élégante, régulière, ce qui en général indique une bonne qualité de champagne. Des questions sur le visuel? Quel genre de défaut on peut trouver? Alors on peut trouver la bulle qui peut être beaucoup plus grosse. On peut avoir un côté trouble dans le vin ou dans le champagne. On va retrouver un petit peu ces arômes. Un petit côté miel qui ressort un peu plus en bouche, connaît. On a affaire à une clientèle qui est habituée aux meilleurs établissements, au Grand Palace, aux établissements internationaux. Et on ne peut pas chez eux leur offrir moins que ça. Quand est-ce que le propriétaire arrive exactement? On ne sait pas. On a toujours des surprises. On doit être toujours prêt, souriant et heureux. Mais il le mérite. Ça, c'est plus distingué, sans bruit. Là, il y a eu un petit peu de bruit quand même. Hein. C'est histoire d'entendre quand même qu'il y a du gaz. Mais pourquoi? Faut pas justement faire du bruit? On a tendance justement à faire péter la bouteille. Quand on est dans un restaurant ou parfois sur un yacht, certains déjeuners ou dîners sont de certaines qualités. Donc il faut être le plus discret possible parce que vous allez avoir l'armateur, vous allez avoir l'invité qui est en train de discuter. Le but, c'est de ne pas les déranger. Cours suivant, le cocktail dispensé par Giorgio, élu meilleur barman d'Italie. Il leur propose un spritz, mais version luxe. Pas besoin. Nous, en Italie, on propose le spritz avec le prosecco. Et nous, ici, on est à Monte Carlo. Il y a un bateau de luxe. On est en excellent endroit et on n'utilise que du champagne. Et voilà, on va poser du champagne sur... Voilà.
On va mélanger un petit peu, mais pas trop, sinon les boules, après, hop. Voilà, Tiziana. L'honneur de goûter les spritz Giorgio, Yacht Club de Monaco. Excellent. D'habitude, vous pouvez goûter? Disons que non, pas trop, mais on le fait pour être sûr que c'est bon. Est-ce que vous avez des limites budgétaires? Pas vraiment. Pas vraiment. Le budget, c'est le propriétaire qui le décide, mais c'est son bateau, c'est son plaisir, donc non. On suit les demandes. Pour être en permanence au plus près de cette clientèle fortunée, une marque de yacht a fait de Monaco sa base commerciale. Sur les quais sont alignés les Rolls-Royce de la mer. Des Riva, bois d'acajou, chrome, sellerie de cuir et 24 couches de vernis sur la coque. Ces bateaux de légende ont été popularisés dans les années 60 par les stars du cinéma. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, ou encore ici Jane Fonda et Alain Delon. Les Riva sont fabriqués en Italie, mais c'est à Monaco que l'entreprise tourne ses publicités pour les mettre en valeur. Certains sont en location, entre 2 000 et 10 000 € la journée, pour les plus gros et les plus récents. Stefano Lorenzi, directeur technique de la marque à Monaco, supervise la révision de ce moteur. Ça vous fait quoi dans votre bruit? Dans la diffusion. Voilà, c'est bon. 40 ans qu'il travaille pour Riva. Il a commencé à 20 ans en Italie comme électricien. La base du moteur, c'est les moteurs des grosses bagnoles américaines, Cadillac, etc. Ils montent 7 blocs moteurs, des fois même plus petits. Et c'est des moteurs, ils sont très puissants et très costauds. C'est des moteurs qui consomment pas mal. À fond, c'est 80 litres par heure d'essence. C'est énorme. Et tu considères qu'il y a deux moteurs comme ça sur un bateau, on est à 150 litres quand on est à fond. Bon, mais c'est un plaisir. L'histoire d'amour de Riva et de Monaco a commencé à la fin des années 50. Carlo Riva, le fondateur de la marque, obtient du prince régnier l'autorisation de creuser un tunnel sous le palais princier pour stocker les bateaux de ses clients. Il fait 110 mètres de long. C'est ici que dorment l'hiver les bateaux en bois précieux. Le moins cher de ces petits bijoux coûte 1 500 000 €. C'est toujours, toute l'année, la même température. C'est toujours environ 18-19 degrés. Et pour un bateau en bois, et la bois elle est toujours vivante, il bouge, il travaille, c'est idéal. C'est comme un cigare dans sa boîte à cigares. Chaque bateau bénéficie d'une attention constante tout au long de sa vie. C'est bon pour moi. Du moteur jusqu'au service à bord avant l'arrivée des clients. Sur le voilier de la famille de Bourbon, c'est d'ailleurs l'heure de l'apéritif. Ah, thank you. That's perfect. Even some la mozzarella. Oui. Pour nous Italiens. C'est parfait. Voilà, tu m'as organisé un petit déjeuner délicieux. Et bien un light lunch. Un light lunch. À l'avant, les petites princesses prennent la pause. Carolina, l'aînée, a été désignée par son père héritière de la maison royale. Un titre virtuel pour une dynastie qui ne règne plus. Sì, allora, vai, capelli. Ok. Tu la veux verticale ou horizontale? Chiara et Carolina étudient en 7 langues, des cours donnés à domicile par 12 enseignants. 2 jeunes filles choyées, en constante représentation. Ok. Alors là, je trouve que c'est à peu près un moment de simplicité. On est en famille. Restez nous 4, que nous 4. C'est pas très souvent, mais on essaie aussi de se prendre des moments que la famille et ça fait plaisir à tout le monde. La sortie en mer ne va durer que quelques heures. Ce soir, elles participent avec leurs parents à l'un des événements mondains de l'année. Le tapis rouge est déployé. Le prince Albert et la princesse Charlène président le festival de télévision de Monaco.
Parmi les invités, triés sur le volet, la famille de Bourbon des Deux Siciles. Vous êtes fiers de les voir comme ça, toutes belles? Oui, elles sont grandes déjà. Bonjour ma fille. Je fais un souvenir moi aussi du festival. Camilla ne voulait pas rater l'invité d'honneur, Michael Douglas. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Quelle belle famille, félicitations. Fantastique. Il est en forme, je lui ai dit, il est en train de dire qu'il est en train de vendre sa maison, donc il m'a dit qu'il est en plein déménagement. Mais il est beau, hein? C'est vraiment un grand acteur et un homme délicieux. Et un très bon ami. La soirée s'annonce bonne? Oui, elle s'annonce bonne et on va danser The Night Away. Une vie de strass et de paillettes dans l'une des baies les plus prestigieuses au monde. C'est un moment dont il a rêvé toute sa vie. Charef, chef d'entreprise à Aix-en-Provence, tourne autour de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Ce cube recouvert d'un tissu noir est, dans la tradition musulmane, le premier temple sur terre. Comme tous les pèlerins, Charef, 64 ans, père de 2 enfants, doit effectuer 7 tours. Il est 8 heures du matin, il fait 45 degrés. Charef résiste difficilement à la chaleur et à la pression de la foule. Certains essaient de toucher la pierre noire, considérée comme sacrée. Charef, lui, est contraint de renoncer. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai peur d'être étouffé, je suis légèrement asthmatique, donc il me faut beaucoup d'oxygène pour pouvoir continuer à tourner. Et vous voyez, la densité de la population, c'est énorme. À quelques mètres de lui, d'autres Français. Souad, 59 ans, et Abdelila, 61 ans. Un couple de Lillois. Médecins et artisans dans le bâtiment. C'est la 2e fois qu'ils se rendent sur le lieu saint. Je ne supporte pas la foule, normalement. À la braderie de Lille, par exemple, je ne descends pas, je reste vraiment sur la périphérie où il n'y a vraiment pas de monde. Parce que je me sens très très vite mal à l'aise, j'étouffe. Alors que là, je me sens proche de Dieu, je suis vraiment en contact, quoi. Chaque année, 2 mois après la fin du Ramadan, entre 2 et 3 millions de pèlerins accomplissent le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, dans la ville natale du prophète Mahomet. Une ville moderne de 2 millions d'habitants, construite au beau milieu du désert saoudien. Un lieu interdit aux non-musulmans, où l'on prie 24 heures sur 24. Avec ses tours, qui abritent des centres commerciaux luxueux, c'est aussi la capitale d'un business religieux en plein essor. Une manne financière pour l'Arabie saoudite, qui a mis en place une logistique hors norme pour accueillir toujours plus de fidèles. Avancez, avancez! Et garantir la sécurité de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Trois jours plus tôt, à l'aéroport de Roissy, Charef porte encore son costume d'homme d'affaires. Ce patron d'une entreprise d'import-export a économisé 3 ans pour s'offrir ce voyage. C'est le voyage de la vie. C'est le voyage que tous les musulmans attendent. Il y a 1,5 milliard de musulmans qui aimeraient être à ma place. Un privilège, car l'Arabie saoudite fixe des quotas de visa par pays. Avec près de 5 millions de musulmans,
La France en a obtenu environ 20 000, l'un des plus petits contingents. Dans la file d'attente, le couple de Lillois, Souad et Abdelila, est tendu. Un peu fébrile, c'est le grand jour. Donc, on est content et un peu d'appréhension pour le voyage. Pour ce périple, ils ont fait appel à une agence de voyage spécialisée dans le tourisme musulman. Cette année, ils sont 60 au départ. Choukri, le directeur de l'agence, je veux voir les mains comme ça, sera leur guide pendant toute la durée du séjour. Ancien banquier, il s'est reconverti dans ce secteur il y a 10 ans. À partir de ce moment-là, nous sommes une famille. Et qui a décidé que nous sommes une famille? C'est Allah. Donc je veux, Inch'Allah, qu'on se comporte comme des frères et sœurs. Premier vol, pour Amman, en Jordanie. Charef en profite pour réviser le guide du parfait pèlerin. Tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie le Hajj, s'il est en bonne santé et s'il en a les moyens financiers. Après 4 heures d'avion, le groupe de Français fait escale. À la mosquée de l'aéroport, Charef quitte son costume pour revêtir, comme tous ses comparses, le ihram, la tenue obligatoire du pèlerinage, 2 simples morceaux de tissu blanc. Là, on est dans un état de sacralisation, c'est-à-dire on est tous égaux, on a la même tenue, donc on ne distingue ni le pauvre, ni le riche, ni le mauvais, ni le bon, donc on est tous ensemble. Second vol, pour Jeddah, en Arabie Saoudite. Les femmes ont revêtu le voile, obligatoire dans les lieux saints. Souad, qui ne le porte pas dans la vie, doit se plier à la règle. C'est vrai, pour le foulard, c'est un peu... Pour la femme, c'est sa féminité qui est un petit peu cachée. Au début, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on a franchi le pas, on l'accepte. Très vite, le pilote diffuse une annonce plutôt inhabituelle. Votre attention, s'il vous plaît. Nous entrons en zone de sacralisation. Atterrissage prévu dans 45 minutes. À 10 000 mètres d'altitude, c'est le coup d'envoi du Hajj. Les pèlerins entonnent la talbiya, une prière rituelle. À partir de ce moment, il est interdit de se parfumer, d'avoir des relations sexuelles ou de se couper les cheveux. Symboliquement, il s'agit de délaisser le corps pour se concentrer sur l'esprit. C'est dans l'un des 1600 hôtels de la Mecque que Charef s'installe après 24 heures de voyage. Montre-moi juste ta valise, s'il te plaît. Alors, j'ai 2 valises. Les clients de Choukri, l'organisateur, ont payé entre 7 et 10 000 euros leur séjour de 2 semaines. 2 fois plus que ce que dépensent en moyenne les autres pèlerins français. 6-0. Thank you. De rien. Charef a eu le droit à une suite, avec un privilège qu'il s'empresse d'aller voir. On a une superbe vue sur la Kaaba. Vraiment, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix de regarder à partir de sa chambre la maison de Dieu. C'est une grande émotion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas l'exprimer par des mots. Pour bénéficier de cette vue durant toute la durée de son séjour, Charef a dû payer un supplément de 250 euros. Mais il doit partager sa chambre avec 3 autres pèlerins. Salam. Salam. Nous partageons le même appartement. Ah bon, bonjour. Voilà, donc je pense que ma chambre doit être en face. Vous êtes 2 ici. Ah, très bien. Allez, je vais voir, merci. L'hôtel possède 214 suites comme celle-ci.
Ah oui. Toute complète à cette période de l'année. Quelques étages plus bas, Souad et Abdelila n'affichent pas le même sourire. Ils ont payé 9 500 € chacun, mais sans l'option vue sur la Kaaba. C'est une chambre avec une fenêtre qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Ça fait 1 mètre carré de surface pour avoir des poteaux et des choses comme ça. C'est comme si on m'avait vendu un box dans un palace. Je préfère avoir une chambre dans un hôtel normal. Que moi, ça ne me gêne pas. Hein. Il faut distinguer le côté matériel et le côté spirituel. Voilà. Ce soir, pas de sortie nocturne dans les rues animées de la ville. Souad et Abdelila le savent, ils doivent profiter de leurs dernières heures de tranquillité avant d'affronter la suite du voyage. Car le pèlerinage ne se résume pas à tourner autour de la Kaaba. Le lendemain, une marée humaine quitte le cœur de la Mecque pour Arafat. Laissez passer, laissez passer. Un autre lieu saint, à 20 km à l'est. La première étape d'un périple de 6 jours, aussi bouleversant qu'épuisant. Après 6 heures de marche, une petite colline de granit, le mont Arafat. Selon la tradition musulmane, c'est ici qu'Adam et Ève, présents dans le Coran comme dans la Bible, se seraient retrouvés après avoir été chassés du paradis. Oh mon Dieu, pardonne-nous nos péchés. Oh Dieu, nous n'avons que toi. Les pèlerins prient, souvent submergés par l'émotion. Pendant 3 jours, ils sont hébergés dans cet immense campement. Une ville créée ex nihilo pour le pèlerinage. Elle n'est habitée que quelques jours dans l'année. 160 000 tentes, organisées par nationalité. Les Français, qui représentent moins d'1% des visiteurs, partagent leur territoire avec les autres musulmans d'Europe, d'Amérique et d'Australie. Une fois tout est en place. Choukri gère la logistique avec l'un de ses 5 assistants. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour vous ces glaçons, c'est pour cette tente. C'est le 6e pèlerinage qu'il organise. Alors Choukri connaît par cœur les priorités de ses clients. Choukri, des glaçons par 45 degrés, c'est facile à trouver? Pas du tout. Mais c'est super d'en trouver. C'est plus cher que le pétrole. Assurer le ravitaillement, mais aussi régler les problèmes de ménage. Autour des tentes, les ordures s'entassent. Les hommes de ménage sont débordés. Là, il va avec lui, ne lâche pas. Il faut qu'il revienne. Lui? Oui, il faut qu'il revienne. Mais regarde, c'est devant la porte des femmes. Et regarde encore. On ne peut pas avoir de la spiritualité dans un lieu qui n'est pas sain. Et les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils sont tellement plongés dans la prière qu'ils ne se rendent pas compte que ça devient une poubelle. Choukri ne fait jamais le déplacement sans un médecin. Karim accompagne le groupe en permanence. Pour éviter toute infection, il doit soigner Sharef, qui, après les longues heures de marche, s'est blessé au pied. Même si j'avais mal, je n'ai pas le droit de dire que j'ai mal. On est dans un moment de piété. La piété passe avant tout. Ça va, t'es pas diabétique? Non, pas du tout. Une courte halte, et Choukri et son groupe reprennent la route. De nouveau, une longue marche sous 50 degrés. 4 km avant le prochain temps fort. Sur le chemin, des hommes et des femmes épuisés, dont les corps ne résistent pas à la chaleur écrasante.
Mon cœur palpite. Je ne peux plus bouger. Les pèlerins s'entraident avec les moyens du bord. Les policiers tentent eux aussi d'apporter un peu de réconfort aux marcheurs. Des tunnels ont été spécialement creusés pour canaliser le flot des croyants sur cette autoroute de la foi. J'essaie de grouper avec beaucoup de difficultés mon groupe parce qu'on s'est dispersé et c'est un peu dangereux. J'ai besoin de les voir tous devant moi. Bon, Matka à gauche. Venez, restez bien à gauche. Sinon, si je perds quelqu'un ici, je ne peux plus jamais le retrouver. C'est fini, on le laisse. On va y aller. Au terme du parcours, Souad et Abdelila pressent le pas pour atteindre les stèles de la lapidation. Ces murs symbolisent le mal et la tentation. C'est les 7 pierres qu'on va utiliser. Chaque fois qu'on est devant une stèle, on jette 7 pierres. C'est symbolique. Je jette avec mes pierres mon mauvais côté. Pour éviter les blessures, l'Arabie saoudite fournit aux pèlerins des cailloux pas plus grands qu'un noyau de date. Souad et Abdelila tentent de s'approcher. Très bien. Comment vous vous sentez? Oh, soulagé. Geste accompli. Pèlerins, circulez, circulez. Allez par ici, circulez. Les policiers veillent à ce que personne ne s'attarde. Régulièrement, des mouvements de foule endeuillent le pèlerinage. Le plus meurtrier a eu lieu à quelques mètres des stèles il y a 2 ans. Une immense bousculade provoque la mort de plus de 2200 personnes. Sur ces images, les corps piétinés ou étouffés. La catastrophe suscite un tollé. Depuis, plusieurs pays musulmans demandent à ce que l'organisation du pèlerinage ne dépendent plus du seul ressort des Saoudiens. Mais le royaume tient à montrer qu'il est à la hauteur de l'événement. Nous sommes conviés à une opération de communication au QG de la police. Bonjour, avancez. Bienvenue à tous. La monarchie absolue saoudienne a dépêché un général pour l'occasion. Une 60aine de journalistes étrangers est brièvement autorisée à filmer quelques images du centre de vidéosurveillance, histoire de montrer que tout est sous contrôle. Dans cette pièce, nous pouvons voir ce que filment 5900 caméras. Chacun des opérateurs est dédié à la surveillance d'une zone bien précise. Celui qui s'occupe de la mosquée sacrée s'occupe uniquement de la mosquée sacrée. Et c'est pareil pour toutes les zones. Le nombre de caméras aurait quadruplé en 10 ans. Les Saoudiens disent également avoir déployé 100 000 officiers de sécurité sur le terrain. Cette année, le rituel des stèles s'est déroulé sans incident majeur. La nuit tombe sur le campement des pèlerins. Certains, épuisés ou égarés, dorment là où ils peuvent. Dans une tente réservée aux hommes, Charef et Abdelila sont voisins de chambrée. Bien loin de leur hôtel 5 étoiles des débuts, ils sont 75
dans 70 mètres carrés. Vous voyez, là, on a une cinquantaine de centimètres par personne. On doit dormir tout droit. On ne peut pas se mettre en chien de fusil ou plier trop les genoux, quoi. Sinon, on va chez le voisin. Ça devient, avec la fatigue, et ça devient un peu dur, quoi. On a l'envie que ça se termine et qu'on retourne un peu à la vie normale. Pour faire le pèlerinage, il faut réunir 3 conditions. La patience, le calme et la sérénité. Si on n'a pas ces 3 conditions ne sont pas réunies, il est inutile de venir, mais de revenir rester chez soi. Au total, Abdelila, Sharef et les autres pèlerins auront passé 4 nuits dans ces tentes. Le pèlerinage s'achève là où il a commencé, à la Mecque. Sharef va accomplir une dernière obligation religieuse, l'aumône. Comme tout musulman, il doit consacrer une partie de ses revenus à des œuvres de charité. Il achète des dizaines de repas aux restaurateurs locaux. Pour 25 sachets avec un sandwich et un jus, c'est 100 riyals. Le sachet est vendu l'équivalent d'1 euro pièce. Il est distribué aux plus modestes. Dans la queue, des ouvriers qui travaillent à la Mecque, originaires du Pakistan ou du Bangladesh, mais aussi des pèlerins qui ont dépensé toutes leurs économies dans le voyage et n'ont plus de quoi se nourrir. Ah oui. Et quand je vois les gens sourire, ça me rend heureux. Parce que... Ah. Sharef reste très discret sur le montant de son aide. Quand on fait de l'aumône, il ne faut pas compter. Et puis il y a un dicton qui dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. On donne tout en essayant de plaire à son ego, donc c'est plus une aumône. Si la ville est un lieu sacré, elle est aussi devenue le temple du tourisme religieux, ce que l'on appelle l'or blanc, par opposition à l'or noir. Partout, les grues côtoient les minarets. Le royaume fait construire des dizaines d'hôtels et de centres commerciaux pour y accueillir toujours plus de pèlerins. Avant de partir, Abdelila et Souad ont décidé de se rendre dans l'une des plus grandes galeries marchandes de la ville. C'est facile de se perdre ici. On ne fait que ça. On ne fait que se perdre. On y trouve toutes sortes de Corans, avec couverture en velours ou en feuilles d'or. Des tapis de prière à profusion, 50 centimes pour le premier prix. Et surtout des bijoux, comme cette parure en or, vendue 24 000 €. Abdelila souhaite s'acheter une djellaba. En taille S? Non. C'est bien parce que ça tombe, c'est pas trop large, il est à l'aise dedans. C'est la tenue traditionnelle saoudienne. C'est 20 riyals. 20 riyals. C'est pas cher, c'est 4 euros. Prends 2. 4 euros. 2 pantalons et 2. Dans les environs. Mais on va quand même marchander parce que sinon ça serait pas bien. On leur manquerait de politesse. Pendant la période du Hajj, les commerçants font 50% de leur chiffre d'affaires annuel. L'économie tourne bien ici à la Mecque. Dieu merci. On a des clients qui viennent de Russie, d'Allemagne, de Malaisie, d'Indonésie. On a des Américains, des Européens. Tout le monde achète ici, en Terre Sainte. Abdelila n'a pas le temps de payer ses achats. 5 fois par jour, lorsque l'appel à la prière retentit, le business s'arrête.
Les heures de prière sont fixes. C'est dit dans le Coran. bien respecté. C'est une imposition de Dieu avec des horaires fixes pour les prières. Mais là, c'est la Mecque, donc ils arrêtent le commerce sur le champ et ils vont faire la prière. L'Arabie saoudite est le seul pays musulman au monde où les boutiques ferment pendant la prière. Le centre commercial se transforme en mosquée. Après cette parenthèse, les affaires reprennent. Au total, pendant son séjour à la Mecque, le couple a dépensé une centaine d'euros. En 2015, le pèlerinage a rapporté près de 6 milliards d'euros à l'Arabie saoudite. Le tourisme religieux est aujourd'hui sa deuxième source de revenus, loin derrière le pétrole. Sur la plage, même les noix de coco semblent être en or. Au cœur de la jungle mexicaine, un fief de privilégiés face au Pacifique. Ragazze, venite! Chaque matin, Louisa Rossi part en promenade à bord de son bateau. No, ma tesoro, una? Avec ses 3 filles, quelques amis et du personnel. Regardez les filles, les grottes! Depuis 14 ans, cette Italienne héritière d'un patrimoine immobilier passe toutes ses vacances ici. Wouhou, Isabella! Alors là, sur cette plage, en général, on va se promener, on va monter à cheval. C'est spectaculaire, on est seul sur cette plage, il n'y a personne. Les seules créatures dans les environs sont les dauphins. Les deux, elles sont en train de s'accoupler là. Et quelques grosses tortues marines. Pour ne rien gâcher, le skipper à bord s'occupe de tout. Service 5 étoiles. Typical day in Carayos. La prima colera. Absolument. C'est ça, c'est ce privilège d'avoir les choses de base. Tu vois, comme une bonne bière fraîche, un peu de guacamole frais, dans un endroit parfait. Ça pour moi, c'est la définition du luxe. À Carayes, le luxe n'est peut-être pas tape à l'œil, mais il est omniprésent. Le long d'une réserve naturelle de 15 000 hectares, une centaine d'ultra-fortunés se sont façonnés un paradis pour leurs vacances. Un monde à part, dont Bill Clinton ou encore les top modèles Heidi Klum ou Cindy Crawford sont des habitués. Ce sont les incroyables villas qui ont fait la réputation du lieu. Piscine à 360 degrés ou en forme de piste d'atterrissage sur 75 mètres de long. Quand elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, ces maisons se louent jusqu'à 11 000 € la nuit. Ultra sécurisées, clôturées et gardées 24 heures sur 24. Carayes n'est pas officiellement un village, mais il possède sa place centrale, ses boutiques et ses restaurants, ainsi que les plus grands terrains de polo du Mexique. À l'origine, ce domaine est l'utopie d'un homme, Gianfranco Brignone. En 1968, ce promoteur immobilier italien survole ces terres, alors totalement vierges. Sur un coup de tête, il achète 12 km de côte pour 2 millions d'euros. Brignone bâtit des palais après avoir demandé l'autorisation à la nature, à sa façon excentrique. Guerra, te pido permiso de chingarte, pero te prometto que vamos a chingarte bien, porque te amamos de amor. Il vend ensuite plusieurs de ses maisons fantaisistes à la jet-set bohème du monde entier.
Et même s'il n'a pas de réel pouvoir, depuis sa forteresse bleu cobalt, le patriarche s'est autoproclamé empereur de Carayès. Chaque matin, le souverain de 92 ans, aux goûts musicaux très français, inspecte son royaume. Pourquoi vous faites ce tour en voiture? Parce que c'est comme si j'avais votre enfant ou n'importe quoi, et vous ne voulez pas voir comment il va, moi je vais voir comment il va, voilà. Des enfants, Gianfranco en a 4, sur qui il peut compter pour prendre sa relève. À commencer par Filippo, qui après avoir travaillé dans la finance en Europe, s'est installé ici il y a 5 ans, dans ce donjon de 27 mètres à l'architecture mystique, surnommé le Tigre de la mer. Et ça, c'est pour monter au ciel ou pour les extraterrestres pour descendre. En guise de bienvenue pour les éventuels extraterrestres, 2 bouteilles de tequila. Cette bâtisse bleue est la première villa à avoir été construite à Carayès. Et elle a dicté des règles bien précises pour l'ensemble du domaine. C'est Manuela, la fille de Gianfranco, architecte de profession, qui est en quelque sorte la gardienne du temple. Les bâtiments ne doivent pas compter plus de 2 étages, aucune ligne droite, pas une seule vitre, et surtout des murs parfaitement intégrés dans le paysage. Quand tu t'assois ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu oublies totalement qu'il y a une terrasse devant et c'est un tableau infini, donc c'est cette ligne de l'horizon qui te suit dans ton regard et qui est un peu ce don que mon père a toujours dit, c'est un encadreur de la nature. Il trouve le point le plus beau et il fait en sorte que l'architecture mette en valeur le lieu dans lequel tu es. 45 ans plus tard, Manuela et son père continuent de construire de nouvelles maisons sur la côte de Carayès. Comme cette villa de 350 mètres carrés, vendue 2 millions d'euros il y a 1 an, avec piscine à débordement, et son petit nid en osier suspendu pour faire la sieste. Ces principes architecturaux en harmonie avec la nature, Chris Triboul les a parfaitement respectés. Cet industriel dans l'aéronautique, qui réside à Beverly Hills, s'est offert ce cocon il y a 18 ans. Quand j'ai fait construire la maison, mes enfants avaient 1 ou 2 ans. Alors j'ai dit à l'architecte, fais en sorte que la piscine longe le bord de la terrasse pour que mes enfants ne tombent pas de la falaise. Le sol en béton de la maison a été entièrement martelé à la main. Et chaque pièce a vue sur mer. Des règles d'architecture. Vous servez le repas? Merci. Mais aussi des rituels de convivialité. Ici, entre soi, on se reçoit. Une société à part, avec ses codes, parfois surréalistes. Pour acheter ici, il faut être adoubé par un comité animé par Filippo, le fils de l'empereur. Et remplir 27 critères, comme parler au moins 2 langues, avoir commis la plupart des 7 péchés capitaux, mais surtout être solvable. Tous ces gens propriétaires ici, est-ce qu'ils répondent aux 27 critères de votre père? Ils répondent plus ou moins à plus ou moins tout. Gary, le seul problème, c'est qu'il aurait peut-être sur lequel il ne répond pas, c'est sur les différentes langues. Il ne parle pas 2-3 langues, mais il commence. Mais Gary est pardonné, car c'est Gary Magness, un Américain dont la fortune est estimée à 1,5 milliard de dollars, propriétaire du plus grand réseau de télécommunications des États-Unis. Et son fils porte un prénom tout trouvé. Salut voisin, je te présente mon fils, Cable. Ravi de te rencontrer. L'homme au chapeau, lui, est grec. Il a revendu le réseau informatique pour hôpitaux qu'il a inventé, 385 millions de dollars. C'est des aventuriers d'un côté,
C'est des gens qui cherchent la simplicité de l'autre, c'est-à-dire qui vivent la nature, qui aiment la nature, qui sont tous très internationaux. Il y a 42 nationalités à Carayes, qui sont arrivés un peu de partout et qui sont des bons vivants. Des bons vivants qui ne se refusent rien. Chris, qui ne passe que 6 semaines par an ici, emploie 5 personnes à l'année, payées $800 par mois, 2 fois le salaire moyen au Mexique. Au menu, ragoût de chèvre, guacamole, purée de haricots rouges et piment mariné. Un festin au son des mariachis pour l'anniversaire de Dietrich, le fils de Chris. Chaque fête s'achève par l'hymne de Carayes, en hommage à celui qui a fondé les lieux, l'empereur. Dernier rituel immuable de la journée, et pas le plus désagréable. Écoutez, le coucher du soleil. Une margarita, c'est une tradition ici. Tu vois, l'idée de toutes ces maisons, c'est que tu sens la main de l'homme. C'est toujours très organique. Mais par contre, si on ne se dépêche pas, on va rater le coucher de soleil. El tramonto non vi aspetta. Et on lui dit tous les jours, jusqu'à demain, hasta mañana. Louisa, 28 ans, est la petite amie de Filippo. Vous vous souvenez du jour où vous avez découvert cette vue? Oui, c'était le moment où il me draguait. Oui, c'était surtout ça. Dire au revoir à l'astre et le célébrer comme une divinité. L'empereur s'est offert une petite folie pour ses 80 printemps. La coupe du soleil. 27 mètres de diamètre. Une demi-sphère en ciment censée symboliser le sexe féminin, recevant le jet de lumière solaire. Une construction mégalomane, un peu comme en Égypte, quand les pharaons se commandaient des pyramides. Pliez vos genoux, avancez sur l'avant de votre tapis et redressez-vous. Manuela et son frère Giorgio viennent y faire leur séance de yoga matinale. Moi, j'étais totalement contre. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument construire des choses alors qu'il y avait une crise économique dans le monde entier. Et en fait, il a construit des choses très très spéciales justement dans ces moments-là. Il a fait des choses qui finalement pourraient paraître inutiles ou invendables. Et en fait, finalement, c'est ça qui a fait l'endroit. Quand Coppola est venu une fois ici, il nous a dit « Ah mais moi j'aimerais bien faire un film avec la naissance d'un enfant dans la coupe ». À Carayes, les plus jeunes sont également priés de rendre hommage à la nature. Chaque année, un concours un peu particulier réunit les enfants. L'objectif, redonner vie à la nature morte en créant une œuvre d'art. On colle le petit scorpion dans le bateau? D'accord. Pour leur création, Vania, 8 ans, et Ariana, 6 ans, ne peuvent utiliser que des éléments naturels. C'est le règlement. Je crois que c'est la tête d'un poisson. Et on a d'autres animaux aussi. Comme un petit scorpion retrouvé mort dans leur salle à manger, mais aussi 2 crabes ramassés sur la plage.
Maria Rosé, la mère d'Ariana, est architecte à Mexico. C'est l'heure de la remise des prix sur la place principale de Careyes. Parmi les œuvres, une danseuse tahitienne en bois flotté, un oiseau rêveur avec sa queue de brindille, une tortue tout en coquillage ou un dinosaure. Les enfants des villages voisins participent aussi. Leurs parents font partie des 1500 employés qui travaillent dans les villas. Allez, ça commence! Là encore, l'excentricité est de rigueur. Le navire! Le second prix est un poulet. Regardez sa tête! Il a l'air trop content! Ça te plaît? Premier prix! Et le premier prix? La régate des bateaux fantastiques. Un bébé lapin, immédiatement adopté par Vania et Ariana, les grandes gagnantes. Ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais à Careyes, l'animal roi est celui qui a donné son nom au rivage. La tortue Careille. Chaque nuit, de juillet à octobre, elles sont des dizaines à pondre sur les plages de la côte. « 1 350 000 œufs ont déjà été recensés cette année. Ce soir, Louisa l'Italienne et ses filles vont relâcher des bébés tortues. Une association ramasse les œufs pondus et les réenterre dans cet enclos protecteur. Lorsque les tortues naissent, elles sont comme emprisonnées dans le seau pour pouvoir ensuite les libérer soit le matin, soit le soir. Pour les protéger, parce que sinon elles sont mangées par les oiseaux, par les bêtes, les fourmis. Grâce à ce programme, depuis 34 ans, le nombre de petites tortues a été multiplié par 20 à Careyes. Ces bébés sont sortis de leur œuf il y a moins de 2 heures. Wouhou! Elle est pazzesca, vero? Regarde la première! Les petites tortues ont 12 heures pour atteindre les premiers coraux. Pour les protéger davantage, la communauté de Careyes vient d'interdire toute construction à moins de 300 mètres de cette plage. Cheers et viva! Une manière aussi de garder ce paradis encore un peu plus longtemps confidentiel. Sur Pamplonne, une célèbre plage du golfe de Saint-Tropez, souffle un vent de liberté retrouvé. Comme si le virus avait épargné ce paradis de la Côte d'Azur. En apparence, on y trouve tous les ingrédients qui font le succès de Saint-Tropez. À commencer par la jeunesse dorée venue dépenser l'argent de papa et maman. Côme, Noé, Inès et Louis ont tout juste 20 ans. Il n'y a personne qui a voté socialiste. Étudiants à Grenoble, ils sont venus passer des vacances dans les résidences secondaires de leurs parents, comme chaque année. Bon, moi, je trouve que ça change rien. Là, c'est trop bien, il y a tout le monde qui s'amuse et tout. Dans le sud, il est un peu en vacances, le virus, on a l'impression. Ouais. Personne ne l'a remarqué. Hein. Merci papa, merci maman. Une insouciance presque insolente. Un cocktail de luxe ostentatoire et de décontraction. Voilà, de la part de Jean Soubi, allez, on applaudit, allez. En chef d'orchestre, Christophe Coutal. Allez, venez les filles. Regardez, tout droit.
Mais oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Bon, allez, vous prenez à 46 tout droit. On va s'en sortir. Cet enfant du pays dirige l'établissement depuis 26 ans. Un de ses amis d'enfance est venu en famille. Eh, monsieur Ginola, on est rouillé. David Ginola, animateur télé et ancien joueur de l'équipe de France de football, originaire de Saint-Tropez. Voilà, ça c'est l'amitié. On était en culotte courte, tous les deux. On joue au football. C'était moi le meilleur, celui qui a réussi. En fait, le déconfinement, c'est le retour à j'allais pas dire à des choses saines, parce que voilà, mon père, mon frère, mon fils, sa copine, ma femme, voilà, c'est la famille. Je peux récupérer la table? Parfait. Vous êtes au top, vous êtes des amours. Vive. Christophe est complet pour la journée. C'est mon ami. Un soulagement. Il mise tout sur l'été pour relancer la légende de Saint-Tropez. Cet ancien village de pêcheurs de 4000 habitants attire 6 millions de visiteurs par an. Comme au spectacle, les touristes viennent admirer le ballet des yachts et les folies d'une clientèle ultra fortunée qui prend ses quartiers dans la presqu'île en été. Mais à cause de la fermeture des frontières, ces grandes fortunes étrangères, américaines, russes ou des pays du Golfe, risquent de ne pas être au rendez-vous cet été. Pour la vingtaine d'hôtels 5 étoiles, les villas et yachts de milliardaires en location, cette saison est cruciale. Les boîtes de nuit, qui font la réputation du village, ouvrent à peine après plus d'1 an de fermeture forcée. Le cœur de Saint-Tropez se remet à battre, mais comment se réinventer pour entretenir la légende? La scène principale de ce théâtre tropézien, le quai Jean Jaurès, ses yachts et en face, une incontournable terrasse rouge et blanche. Sénéquier, une institution depuis 90 ans. C'est le poste d'observation idéal pour prendre le pouls de ce début de saison. Voir et être vu. Bonsoir, bonsoir. Bisous, bisous, bisous. Ça va? You good? Yes? Chloé est la nouvelle directrice du restaurant. Vous avez passé un bon confinement? Ah, superbe. C'est pas vrai, toute la famille était là? Sa mission, connaître sur le bout des doigts les moindres manies de ses habitués. Vous êtes 6, c'est ça? Comme cette femme, l'épouse d'un des plus riches industriels français. Oui, on est 6. Parce qu'on a cru comprendre que vous vouliez la table là-bas, mais moi je sais que vous aimez bien celle-ci. Hein. Allez. Voilà. Allez-y. Depuis toujours, cette terrasse voit défiler les plus grandes personnalités. Récemment, on pouvait apercevoir attablé ici un célèbre joueur du Paris Saint-Germain, Neymar. On lui a mis une petite table tranquille à l'intérieur. Il n'avait pas envie ce jour-là de se faire... de signer des autographes à tout va, mais il a été très sympa. Neymar est un habitué de Saint-Tropez. On le voit sur ses photos il y a 4 ans. Bien avant lui, Jacques Chirac avait ses habitudes chez Sénéquier, pina colada et table en première ligne. Karl Lagerfeld y a même fait un défilé pour Chanel. Karl Lagerfeld, lui, se mettait tout le temps là-bas. Aujourd'hui, sa table est occupée par un couple d'Allemands qui arrive de Francfort. Pas de bisous. Voilà, c'était la table de Karl. Hein? Exactement. Voilà. Est-ce que Saint-Tropez vous a manqué pendant le confinement? Oui, énormément. C'était horrible. On ne pouvait pas venir et quand ils ont ouvert les frontières, j'ai dit à Matt, on y va, vite. Et on est super heureux d'être là. Bonsoir, bonsoir. Chloé maîtrise tous les codes de ce microcosme tropézien, un univers dans lequel elle a grandi. Depuis sa plus tendre enfance, elle habite dans le centre historique de la ville, au-dessus de la boutique familiale, Pierre Photo. Son papa était le photographe du village et de ses célébrités. Oh, coucou, ça va? Ça va? Et toi, la mienne? Sa maman, Pierry, et son frère Chris, photographe lui aussi, travaillent encore au studio.
Sur les murs, les souvenirs de l'âge d'or de Saint-Tropez. Au début des années 70, Pierre, le papa de Chloé, débute en prenant les touristes en photo sur le port et en leur vendant les clichés. Petit à petit, il gagne la confiance des stars. Là, il y a Johnny. Bon, j'en ai des milliers de Johnny, hein, donc des milliers. Là, j'ai mis juste un petit... Là. Ça, c'est avec moi au magasin, parce qu'il venait tous les soirs, là. C'est-à-dire, il venait tous les soirs? Il venait tous les soirs, c'était un copain, quoi, un pote. Ça, c'est Paul Naref, c'était chez nous. C'est Paul Naref avec, je ne sais pas qui. Un soir, on avait fait le couscous à la maison. Parmi ses modèles préférés, une icône de Saint-Tropez, Brigitte Bardot, avec laquelle Pierry est resté ami. Pour Pierry, l'âme et le cœur de Saint-Tropez, ma tendre amie, des bons et des moins bons souvenirs. Maintenant, c'est moins courant de connaître des gens comme ça, de s'asseoir avec eux, boire un verre. Non, mais c'est vrai, c'est différent maintenant. Tout de suite, il y a les gardes du corps, faut pas que tu ailles là, parce que tu te rends compte, il y a monsieur là, monsieur un tel et tout. Est-ce que les stars d'aujourd'hui se laissent prendre en photo comme ça, encore? Des stars, il y en a moins maintenant. Cette nostalgie du Saint-Tropez mythique, certains ont décidé de la faire fructifier. Je vais croiser le coup de pied droit dans le coup de pied gauche. Cours de yoga matinal face à la mer. Une des nouvelles activités proposées par l'Hôtel de la Ponche, un 5 étoiles, qui a fait la légende de Saint-Tropez. J'allonge le bras droit. L'une des élèves a besoin d'un peu plus de relaxation que les autres. Audrey Brémond, la nouvelle directrice de l'établissement. On ouvre un hôtel en plein Covid, il faut être un peu fou, non? Non, il ne faut pas être fou, il faut avoir envie. C'est une très bonne adrénaline. Et ça, vous êtes zen pour la saison, là, maintenant? Oui. Vous êtes zen, vraiment? Tout à fait. À 32 ans, cette Tropézienne, qui a dirigé d'autres hôtels de luxe à Paris, a pour mission de relancer cette institution, posée sur la plage, au cœur du village. La planche de concierge Mathieu, bonjour, comment peut-je vous aider? Dernière tournée d'inspection pour Audrey. Ça va, Samir? Il y a 8 mois, l'hôtel est racheté 25 millions d'euros par des investisseurs français. Ah non, il faut tout fermer là. Avec de l'enduit et après on repeint. Génial. Les travaux ont coûté 5 millions d'euros. Les ouvriers sont encore là. Pourtant, Audrey a dû ouvrir pour ne pas gâcher son début de saison. On a pas mal de retouches dans la chambre 4. Constituée de 6 maisons, reliées entre elles et transformées en chambres au fil des années, cet hôtel biscornu est un dédale d'escaliers et de couloirs exigus. Les tables de chevet, il faut bien s'assurer qu'elles soient plus près du lit pour cacher les prises derrière et que les clients ne les voient pas. Une chambre coûte en moyenne 1 200 € la nuit, des prix équivalents aux autres 5 étoiles de la ville, pour des locaux beaucoup moins spacieux. Mais l'établissement revendique une âme que les autres n'ont pas. Là où fait la différence, c'est que les personnes, elles veulent des choses simples, elles veulent revenir à un peu une Dolce Vita, mais tropézienne. Voilà, on est au cœur de Saint-Tropez et on vit la vraie vie tropézienne. On part au marché à pied, on va au marché à poissons, on va sur le port manger sa glace ou se poser au Sénéquier. Et voilà, et après on fait un petit plongeon à la mer. Bonjour Audrey. Bonjour Simone. Simone Duckstein, 78 ans, Comment vous allez? Très bien, merci. Après tous ces travaux? est l'ancienne propriétaire, la gardienne du temple. Elle a dirigé l'hôtel pendant 50 ans. Là, il y a un ancien fauteuil du bar. Exactement. Vous êtes heureuse de revenir et de découvrir ce qu'on a fait? Absolument, oui, c'est magnifique. Parfait. Vous avez rajeuni la maison, j'adore. C'est la première fois que Simone revient depuis la rénovation. Je suis née dans cette chambre. Ah, ça, c'est mon secrétaire, non? Tout à fait. Ah oui. Je dis mon secrétaire, c'est plus mon secrétaire. C'est le vôtre, Simone. Mais voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, ça fait amusant, vous avez enlevé le cadre.
La ponche avec les filets de pêcheurs. À l'origine, un bar de pêcheurs racheté par ses parents en 1938. Pendant la guerre, c'est l'un des seuls bâtiments qui reste debout dans un Saint-Tropez ravagé par les bombardements. Après-guerre, autour de Boris Vian, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, le tout Saint-Germain-des-Prés s'amourage de ce bar pittoresque. Comme il faut les loger, l'hôtel ouvre en 1953. Françoise Sagan y écrira et l'incontournable Brigitte Bardot y laissera son empreinte. La chambre de remise, je ne l'ai pas vue encore. Ici, on ne réserve pas la 2 ou la 14, mais la Romy Schneider ou la Michel Morgan, du nom des artistes qui y ont dormi. J'aime beaucoup les tables de nuit. Chaque chambre a une histoire. Ici, selon Simone, Romy Schneider aurait entretenu une liaison secrète avec Jean-Louis Trintignant. Romy a dormi, c'était sa chambre, ça, c'était sa favorite. Parce que... Elle aimait cette chambre parce qu'elle était tranquille, elle était seule, elle était bien préservée des journalistes comme vous. Ça, c'est les tout débuts de la... Cet hiver, à 76 ans, sans enfant, Simone a dû se résoudre à vendre son hôtel. Et vous avez passé combien d'années de votre vie? Une vie entière. Et mon avenir est derrière moi, donc il fallait trouver un avenir à la ponche. C'était le plus précieux pour moi. Même si la tête me disait qu'il fallait que je le fasse, le cœur ne suivait pas forcément. La tête disait oui et le cœur disait non. C'était ma maison, c'était ma vie, c'était tout ça à la fois. Simone a désormais, elle aussi, une chambre à son nom. Je peux rester des heures à écouter le bruit des vagues. Et les nouveaux propriétaires lui ont demandé de rester l'ambassadrice du lieu pour partager ses souvenirs. Glamour oblige, c'est dans ce triporteur italien, très nouvelle vague, Mesdames, bonjour, comment allez-vous? que le voiturier va chercher les clients, où qu'ils soient dans Saint-Tropez, pour les ramener à travers ces ruelles piétonnes devant l'hôtel. Allez, merci. Et son restaurant. La sucrine? Oui. Putain, on a les volailles chaudes, on n'a pas la sucrine qui est froide, quoi. 2 gazpacho de petits pois. Ici également, les grands classiques de la maison sont revisités, mais avec des pincettes. Voilà. Je prépare la soupe de poisson. Comme vous l'avez vu, on est quand même à 40 mètres de la mer. C'est assez incroyable. Et donc la ponche a été créée comme petit bar où les pêcheurs se rejoignaient, commençaient par boire ensemble, puis manger. Et le premier plat qui a été servi était la fameuse soupe de poisson. J'ai essayé, moi, de respecter la tradition en servant justement avec ce fameux pain rassis dans le fond de l'assiette, gratté un petit peu à l'ail, qu'on vient recouvrir de rouille. Le chef, Thomas Danigo, 29 ans, a travaillé dans de grandes maisons étoilées. Il fait partie des nouvelles recrues. Tu mets juste un petit coup de moulin à poivre, s'il te plaît? La quasi-totalité des 50 salariés a été renouvelée. Bonjour mesdames. La soupe de poisson, c'est pour vous, madame? 22 € pour cette soupe. Tenez. La Madeleine de Proust de Maddy, fidèle cliente suisse de 85 ans. Ça fait combien de temps que vous en prenez de cette soupe? Oh, ça doit faire 20 ans. Oh, non, sans rigoler, ça fait chaque fois qu'on vient dans j'ai pas beaucoup d'imagination. Ce Saint-Tropez un peu suranné n'est plus au goût des stars de cinéma qui ont déserté le cœur de ce village provençal. Aujourd'hui, place au baron du capitalisme mondial, seul capable de s'offrir les plus folles villas du Golfe. Cécilia et Déborah travaillent pour l'agence Michael Zingraf, numéro 1 de la location de luxe à Saint-Tropez. 6 chambres, 2 chambres annexes, on va dire. Oui. Et bon, évidemment, cet espace extérieur qui est absolument enchanteur, quoi. Dans leur portefeuille, une cinquantaine de villas comme celle-ci. C'est-à-dire que là, le fil conducteur, il y a eu un fil conducteur, un thème dans la maison, c'est la mer, l'eau, le corail. Tout a été décliné dans ses plus petits détails. Alors là, évidemment, hein, on a la pieuvre. C'est superbe. Voilà. Là, alors un détail absolument incroyable,
c'est de la nacre, quoi. C'est de la vraie nacre. C'est magnifique. Voilà, donc c'est l'intérieur des coquillages, si tu veux, qui a servi à recouvrir toute une partie des murs. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Cette villa, la Chamade, appartient à une décoratrice qui a voulu rendre hommage à Poséidon. Elle ne l'habite pas et la loue en saison 65 000 € la semaine. Et à ce prix-là, les clients peuvent profiter de son exubérance. Comme avec ce lustre long de 8 mètres, représentant des coraux. Donc voilà, donc la peau de galucha, donc c'est de la raie ou du requin en fonction. Là, je pense que c'est plutôt de la raie. Et donc, une fois de plus, tout a été fait sur mesure. Et si tu veux, dans des détails alors les plus insolites, si tu veux, on a Les quand même couverts à salade, quand même. des tentacules de pieuvre. Mais la villa, d'ordinaire réservée pour tout l'été, Sur la plage. n'a pas encore trouvé de locataire pour le mois d'août. D'autres perles de leur catalogue ont subi des désistements en série. Dans le quartier huppé de Bélisarde, voici la Villa Blue, l'une des plus chères, 200 000 € la semaine. Je comprends mieux le nom Blue. Voilà. Cécilia ne l'avait encore jamais vue. Avec une vue à couper le souffle. Époustouflante. Époustouflante à 180 degrés, avec la baie des Canoubiers. Et Pamplonne de l'autre côté. Exactement. Et Pamplonne de l'autre côté. High level. Oui, vraiment. À ce prix-là, les services d'une gouvernante et d'un maître d'hôtel sont inclus. Cette villa, estimée à 25 millions d'euros, appartient à un riche entrepreneur français, au goût prononcé pour le bleu. Déborah l'avait louée à des Russes qui ont dû annuler leur séjour à cause du Covid. Pour retrouver des clients, Déborah et Cécilia ont dû s'adapter. On fait des visites par FaceTime, on fait des visites par WhatsApp, on fait comme on peut parce que les gens ne peuvent toujours pas se déplacer, enfin de certains endroits. Et du coup, ils nous demandent d'aller sur place, de leur faire des vidéos et de les appeler en direct. Et c'est ce qu'on fait régulièrement. Et ils se décident après avoir vu quelques vidéos. Tout à fait. 14 000 mètres carrés de terrain et 775 mètres carrés habitables. De quoi respecter aisément les distanciations sociales, un argument qu'elle met en avant. Par rapport à la pandémie et tout ça, les clients, ça les rassure d'être dans une villa louée, peut-être de ne pas partager les espaces communs avec tous les clients. Pour les propriétaires de ces villas, pas question de louer à tout prix. Aucun rabais possible. Alors voyons voir. Ils préfèrent souvent qu'elles restent vides, plutôt que de les solder. Question de standing. Car ces biens appartiennent aux plus grandes fortunes mondiales, qui peuvent se permettre un manque à gagner cet été. Pour elles, le Graal, c'est de posséder une villa sur cette colline, les parcs de Saint-Tropez, la copropriété la plus exclusive de France. Voici la villa de Vincent Bolloré, mania des médias, près de 4 milliards d'euros de patrimoine. On trouve aussi celle des mastodontes du luxe, François Pinault qui pèse 35 milliards d'euros, et Bernard Arnault, 4e fortune mondiale, avec 67 milliards d'euros. Le discret patron d'LVMH est un inconditionnel de Saint-Tropez. Depuis quelques années, il investit massivement dans le village provençal. Ses enseignes sont omniprésentes de la place des Lys jusqu'au port. L'une de ses dernières acquisitions, l'hôtel de la Pinède, racheté en 2016 et rebaptisé Cheval Blanc. Cet établissement est le seul palace de Saint-Tropez qui a les pieds dans l'eau. Mais son trésor, c'est l'unique restaurant 3 étoiles de toute la presqu'île. Son chef, Arnaud Donquel, a été élu il y a 2 ans, meilleur cuisinier du monde. Comment tu vas? Ça va. Terrible. À la veille de la réouverture de son restaurant, ce fils de charcutier normand embarque à bord du Pépé Raoul. Direction le Cap Lardier. Il est pas beau mon bureau? Sans déconner. Eric Canova est l'un des 6 derniers pêcheurs de Saint-Tropez.
Tu penses que pendant la période de confinement, tu penses que ça a joué un petit peu ou pas? Oui, parce que le poisson s'est rapproché. On a beaucoup mieux pêché au bord. Et bon, la mer, elle reprend vite ses droits. C'est impressionnant. Il y a même un espadon qui est venu dans le port de Saint-Tropez. Mais bon. Arnaud Donquel cuisine exclusivement les produits du terroir provençal et de la pêche locale. Pour cette nouvelle saison, il prépare son plat à signature autour de la langouste du Cap Blardier. Moi, en fait, ça m'inspire. Nous, on est quelque part le reflet d'une carte postale locale. Et si on ne donne pas les trésors de la localité, voilà, ça n'a pas d'intérêt, notre métier. Un gusto royal. Pour lui, un 3 étoiles se doit de connaître l'origine des produits. Dès qu'il a le temps, il part sur le terrain humer la passion de ses producteurs pour la retranscrire ensuite à ses clients. Voilà la titine. Ah, encore une, regarde. La langouste est une espèce de déesse. Plus d'une fois sur deux, la langouste qu'on sert le soir est livrée du matin et pêchée du matin. On a envie de faire des choses délicates avec ça et on a envie de ne pas arriver avec des choses grossières en fait. Voilà. C'est des chairs qui sont assez fermes, donc faut prendre le temps de la cuisson. Et puis ce qui est bon, c'est le corail dans les têtes. Le corail, c'est dingue, c'est hyper bon quoi. Franchement, faire un fumé avec ça, c'est juste magistral quoi. Ce matin, dans les mailles du filet, voilà. Une surprise de taille. T'as un beau homard, l'imbumbeo comme on appelle ici. Tu as vu ça l'engin? Énorme. Tu as vu l'engin? Énorme. Alors moi c'est pèse. Alors c'est ça, c'est super rare en Méditerranée, c'est super rare. Ça, on n'en fait pas souvent des comme ça. C'est très rare et souvent ils sont très gros parce que comme ils sont rarement attrapés, ils ont le temps de grandir. Ouais. Eric revient avec une dizaine de langoustes qu'il vend 60 € le kilo au chef. Aussitôt pêché, aussitôt cuisiné. Et Mathieu, on fait un résultat on surveille la cuisson de la langouste, tu me la donnes s'il te plaît? Répétition générale avant le premier service du soir. La sonde, on a la sonde. En cuisine, les nouvelles recrues ne connaissent pas ce plat. Je surveille la cuisson en fait. On est sur une cuisson lente. En fait, on a créé une croûte avec le corail de la tête de la langouste pour amener une concentration de la saveur de la langouste. Dans la pâte, il y a des algues, de la verveine, de la peau de tomate et du corail. Le chef s'empresse d'exhiber sa création au serveur. C'est la langouste. La langouste. C'est la langouste, voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Venez voir. Donc c'est la langouste qui va être présentée. Donc là, voilà. Quand vous aurez la langouste devant, donc une fois qu'elle est cuite, je vous l'envoie. Vous la montrez au client et vous me la renvoyez parce qu'après derrière il y a une dextérité parce que le truc c'est assez compliqué. Voilà. Elle est belle. D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Merci à vous. Ce plat est l'aboutissement d'un long processus de création qui aura duré 1 an. C'est bon. Regardez la chair comme elle est tendre. Alors, regardez les garçons, la texture de la chair. La cuisson, on est parfait. Là. Logiquement, c'est une chair extrêmement ferme. Et là, on l'a apporté de la tendreté sans perdre son goût original aussi. J'arrive ici avec mes petites pommes de terre. Pour l'accompagnement, le cuisinier a mis au point avec son maraîcher des pommes de terre particulières. Regardez la couleur de la pomme de terre. Elles ont été plantées en terre avec des coquilles d'huîtres et des algues pour leur donner un goût iodé. Mais venez voir le dressage, ça serait bien quand même parce que c'est quand même important. Alors les petits citrons là, ils sont très importants parce qu'ils sont légèrement brûlés. Et quand on va tomber dessus, ça va contrebalancer avec l'acidité de la tomate. Là, on a fait un petit cappuccino d'eau de verveine chaude avec un peu de coquillage. C'est bon les garçons, vous retenez là l'entremet Chef. Voilà pour le plat. La brigade aura moins de 5 minutes pour dresser cette 60aine d'éléments. Pour sortir un plat comme ça, il faut qu'ils soient tous à fond parce qu'un élément mal fait peut détourner le plat de son écriture, voilà, de sa mélodie. Le restaurant va ouvrir avec 2 mois de retard et autant de manque à gagner. En dépit de son expérience et de sa renommée, à quelques heures du coup de feu, le chef est anxieux.
Il s'isole sur ce bout de plage comme il en a l'habitude, le soir, après son service. La serviette, le caleçon, et à la mer pendant 10 minutes, un quart d'heure, vraiment voilà, dans le noir complet. Il n'y a pas un bruit, on fait des métiers magiques, mais tellement prenants que... On a tellement cette peur, je crois la plus grande peur, c'est pas une question de niveau la cuisine, c'est la plus grande peur, c'est de décevoir, on peut décevoir. Il y a de la subjectivité dans notre métier qui est absolument présente tous les jours. Il y a des moments où c'est tellement rapide parce que voilà, on loupe un plat, il faut refaire la table, il faut relancer. Ça met une sorte de pression, d'adrénaline que des fois maintenant on ne peut plus forcément dégager tout de suite par les mots. Donc il faut venir ici, il vaut mieux venir ici, la sortir. La table 10, ici ou pas? Pour cette réouverture, les clients sont au rendez-vous. Là, c'est qui, là? Les filles, là? Là, c'est celle-ci. Alors, là, on a dit un gel par couple. Le restaurant affiche complet jusqu'à fin août. Un menu coûte en moyenne 300 €. Une addition qui peut vite grimper avec les vins. On a 2 turbo gamberoni courgettes et on a 2 lapins homards menu. 2 turbo gamberoni courgettes. Vous avez les cassolettes en argent, la soupe c'est bon? La soupe t'as mis à chauffer, t'as goûté? La théière elle est prête? Ok, les pots de rouille sont prêts? Allez, on doit les avoir, Je ne devrais même pas vous le répéter les garçons. Dans la salle, grande fortune et patron du CAC 40. Notre caméra n'y est pas la bienvenue. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue, je vous en prie. Merci beaucoup. Bienvenue à Cheval Blanc. Quelques jours plus tard, autre ambiance. Christelle, Amal, Yves et Philippe sont des infirmiers et des urgentistes qui ont été en première ligne face au Covid. Ils sont invités par Arnaud Donquel qui a voulu leur rendre hommage. Mesdames, Messieurs, nous débutons la soirée avec une petite tartelette, avec une caillette provençale garnie de truffes et de volaille, sublimée de l'oronge, ce champignon légèrement orangé. Je pense qu'il ne se rend pas forcément compte à quel point ça nous touche. Ouais. Christelle travaille aux urgences de Saint-Tropez depuis 20 ans. Elle gagne 2 000 € par mois. C'est une reconnaissance à laquelle on est très sensible, nous les soignants, même si on ne fait que notre métier. Mais là, pour le coup, le métier a été compliqué. Parce qu'on a vécu une période relativement difficile. Et on a quand même ressenti le soutien de toute la population, mais la période, néanmoins, a été très compliquée à gérer, tant professionnellement que personnellement. Le cadre est idyllique et ce genre de restaurant ne fait pas partie de notre quotidien. Je pense à aucun d'entre nous, malheureusement, sûrement, mais voilà, c'est comme ça. Après le repas, ils sont attendus en coulisses. Voilà, je vous accompagne en cuisine, je vais vous présenter le chef qui est... Merci. C'est peu de choses, mais on est très heureux. C'est énorme. Ça fait chaud au cœur. C'est tout ce que je peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer, donc je ne vais pas pleurer. Donc, mais c'est super. Une soirée qui vient rappeler qu'en ce début d'été, le Covid a durablement impacté la vie de Saint-Tropez. Ses conséquences touchent durement l'un de ses piliers, le monde de la nuit. Sur le port, à l'heure où les touristes viennent admirer le ballet des yachts, entre en scène le roi des nuits tropéziennes, Jean Roch. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, et toi? J'ai besoin de la potion magique. Tu peux me faire une au melon, s'il te plaît? Tiens, prends pour les gars, donne nos tips. Bisous. C'est la meilleure glace pour moi de Saint-Tropez. Et puis c'est le véritable poumon de Saint-Tropez. C'est là où tu te rends compte vraiment de ce qui se passe, parce que les gens ont souvent décrié le port pour les mangeurs de glace. Eh bien, je fais partie des mangeurs de glace et j'adore les mangeurs de glace. Jean Roch possède la plus célèbre boîte de nuit de Saint-Tropez, fermée pendant 16 mois, comme toutes les discothèques de France. Bip, bip, bip. Hurrah. Quel soutien, merci pour le soutien, merci pour la force.
pouvoir la rouvrir était pour lui une question de survie. Ce Toulonnais a fermé définitivement sa boîte de nuit parisienne pour des raisons économiques. Et il a reporté tous ses espoirs sur son club tropézien, le VIP Room. Depuis 23 ans, défile ici la jet-set du monde entier. Sur ce croissant de scène ont performé les plus grands, Jay-Z, Pharrell Williams, tous les plus grands artistes ont joué sur cette scène. Paris Hilton, Snoop Dogg, la chanteuse Rihanna ou le DJ Bob Sinclair, un beau monde qui se désaltère au champagne millésimé, à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Jean Rock a mis à profit ce repos forcé pour rénover sa boîte de nuit, afin d'être prêt pour la réouverture du 9 juillet et créer une ambiance inspirée des clubs new-yorkais des années 80. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, salut, bonsoir, bonsoir. Pendant plus d'1 an, sa seule source de revenus, la partie restaurant de son club. Pour réagir face à la crise, Saint-Tropez a dû se réinventer. Sur l'héliport, avec la fermeture des frontières, le marché des navettes entre l'aéroport de Nice et Saint-Tropez a chuté brutalement. 80% de chiffre d'affaires en moins. Pour éviter le crash, cette compagnie a décidé de lancer une nouvelle activité. L'Héli Dégustation, la route des vins par les airs. C'est bon pour vous? Oui. Julie est chef de réception dans un hôtel. Guillaume, directeur marketing. Ils sont en vacances à Saint-Tropez. Et là sur votre droite, on va passer Saint-Tropez. C'est vraiment exceptionnel. Cette presqu'île, elle est juste magique. Les couleurs, la vie, les bateaux. Ça donne une autre dimension quand même, hein. Ouais, on se sent libre. Puis c'est bien aussi après cette période de confinement de vraiment prendre de la hauteur et de voir l'immensité du golfe en fait. Ouais, on approche la destination. On va se mettre en descente. Pour ce voyage d'une quinzaine de minutes, le couple a déboursé 580 €. Compris dans ce tarif, une visite privée de ce domaine viticole. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Our pleasure. Tom, un Américain, et Julia, chilienne, sont deux employés du domaine de l'Esclan. Un château qui a revisité la production du vin rosé en adoptant les méthodes des grands crus de Bordeaux. Ramassage à la main, vieille vigne. Le domaine vient d'être racheté par le groupe LVMH. L'Héli Dégustation est un bon moyen d'attirer la clientèle de Saint-Tropez. We will take a little drive and start at the château. Merci. Une visite privée qui commence dans un lieu habituellement fermé au public. Après vous. Merci. Merci. Cette chapelle a donné son nom à une cuvée, la Whispering Angel, l'ange qui murmure. Elle est vraiment belle. Alors ici, vous êtes où l'inspiration est née. On a mis les bouteilles à côté des anges qui murmurent dans la chapelle. C'est vrai que c'est très original de voir les bouteilles de vin dans une chapelle au final. Quel sacré privilège, hein. Surtout si on est peu à avoir accès à cette pièce. Dans ce domaine, on produit le vin rosé le plus cher du monde. 120 € la bouteille. C'est fermenté, vinifié et âgé dans des barriques pendant 10 mois. Ouais. Avant ça, personne ne le faisait. Ok. C'était que dans le rouge et le blanc. On ne faisait jamais du rosé dans des barriques, c'était que dans des cuves inox. Là, c'est la crème de la crème. Super. L'odeur est exceptionnelle aussi. Nous, on voulait venir ici parce que c'était le vin le plus cher du monde, mais franchement, ça se sent qu'il est au-dessus des autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De l'odeur jusqu'au goût, on sent qu'il est au-dessus quand même. Merci.
Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Pour se réinventer, d'autres osent les paradoxes, marier le luxe et le retour à la nature. Patrice de Colmont, propriétaire du restaurant de plage le plus chic de la baie, prêche le vivre sainement. Il habite au château de la Mole, un domaine de 186 hectares qui appartenait à la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Tous les matins, il boit son café sous ce platane, la place fétiche de la maman de l'auteur, du Petit Prince. Assise sous le platane planté par moi il y a 60 ans, j'écoute chanter mon arbre. Il chante mon enfance, un jour merveilleux de cette enfance. J'ai 7 ans, c'est mon anniversaire. Je pense que je suis exactement à l'endroit où elle était assise. Dans cette propriété, le temps semble s'être arrêté au début du XXe siècle et Patrice entretient l'anachronisme. Afin d'approvisionner son restaurant de plage, il a investi dans des centaines d'hectares d'exploitation maraîchère. Les engins mécaniques y sont proscrits. Retour aux méthodes ancestrales. Les champs sont labourés à la charrue et tout est bio. Tomates anciennes, courgettes multicolores, choux raves. Moins on s'éloigne de la nature, moins on se trompe. Donc ça, c'est une base, c'est tout simple. Après, alors ça, c'est une leçon du Covid. Le pape François, il y a quelques années, avait fait une déclaration qui passait inaperçue, alors que c'est franchement... il a dit « Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne parfois. La nature ne pardonne jamais si on ne la respecte pas. » Et c'est ce qu'on a eu là. Basilic, filmez l'odeur. Patrice, 73 ans, est un écolo radical. L'homme d'affaires multimillionnaire n'a pas pris l'avion depuis 1993. Ses déplacements se limitent au trajet entre chez lui et son établissement. Le Club 55, sa plage et son restaurant affichent un chiffre d'affaires annuel de 14 millions d'euros. Et tout a commencé par une cabane de Romasson en 1947. Les parents de Patrice accostent en bateau sur la plage déserte de Pamplonne, là où avaient débarqué les Alliés 3 ans plus tôt. Ces aventuriers décident d'y planter une tente et achètent un bout de terrain pour une bouchée de pain. Un jour, l'équipe du film « Et Dieu créa la femme » arrive sur cette plage. Ils sont venus voir ma mère, ils ont dit voilà, on va tourner là pendant 15 jours. Est-ce que vous pouvez faire à manger à l'équipe? On est 80. Et ma mère, qui n'a vraiment pas froid aux yeux, elle en avait vu d'autres, elle a dit oui. Et faisait cuire des roast beef dans le four du boulanger, faisait des grosses ratatouilles, des patates, un peu de sardines. Et puis le film s'est terminé, tous les techniciens sont repartis au studio de la Victorine, c'était les studios de la Victorine de Nice. Et ils sont tous là sur l'affiche. Hein. Brigitte Bardot, Kurt Jürgen, Jean-Louis Trintignant, Roger Vadim, Raoul Lévy. Là, tous ces gens ont continué à venir, Christian Marquand. Et là, mon père a dit, bon, on va avoir des ennuis avec l'administration, il faut qu'on s'inscrive au registre du commerce. On va appeler ça Club 55, Club, parce que comme ça on acceptera qui on a envie, et 55 parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. Vous aviez quel âge là? J'étais pitchoun, hein. J'avais 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Vous vous rappelez de Brigitte Bardot ou... Ah oui. C'est les premières émotions d'enfant, de petits garçons. Et la plus belle femme du monde, quasiment nue, donc dans un décor de nature. Donc c'était pas du tout obscène comme scène, c'était au contraire, c'était très, très beau, très, très naturel, quoi. D'ailleurs, on la voit là. Là, c'est le Club 55, hein, là. Depuis, le Club 55 est le rendez-vous des stars, mais surtout des plus grandes fortunes du golfe de Saint-Tropez. Chaque jour au déjeuner, sur le parking, les Porsche et Rolls-Royce rivalisent avec les Bentley et les Lamborghini. Patrice est présent tous les jours. Parce que c'est vraiment important, les jeunes qui sont là, la chemise blanche, ils font trembler toutes les grosses boîtes françaises et mondiales. Pour situer, ils sont ultra brillants. Depuis la fin du confinement,
Cet écolo chic a décidé de bousculer sa clientèle. Sur sa carte, fini la viande de bœuf ou le Coca-Cola. Aujourd'hui, le comble du chic n'est plus le caviar ou le foie gras, mais ces paniers de crudités bio à 35 €. C'est à vous de faire la salade en fait maintenant. Oui. C'est ce qu'on vient de comprendre. Et c'est quand même rare les cartes où il n'y a pas de coca. Donc non, alors voilà une belle découverte. C'est chouette, je trouve qu'ils profitent de leur aura et tout pour justement promouvoir des produits locaux. La carte elle est relativement simple, mais c'est vrai que tout est, j'imagine, de pas trop loin, j'espère. Melon nature, est-ce que vous le préférez tranché ou à la cuillère, madame? Autre incontournable, le melon nature à 27 € ou l'artichaut vinaigrette à 25. Le poisson froid? Ses clients sont la fine fleur du monde des affaires, un univers loin des convictions de Patrice. Il leur vend très cher une nouvelle fibre écolo pour la bonne cause, dit-il. On va faire du blanchiment. C'est-à-dire que on va pas être trop regardant sur la façon dont l'argent a été gagné, mais nous, on va essayer d'en faire un bel usage. C'est ce qu'on appelle le bon argent. Transformer de l'argent qui, quelquefois, peut être un peu en bon argent. Et avec ce bon argent, essayer de faire des belles choses. Et donc, on travaille pour eux, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils se sont un peu trompés, ils ont été mis sur le mauvais chemin, mais vous inquiétez pas, ce que vous allez nous donner, ça va vous racheter beaucoup, vous voyez? Patrice finance la fondation de Pierre Rabhi, le pionnier de l'agroécologie. Mais il faut aussi payer l'emplacement sur la plage, 400 000 € l'année, et le salaire de ses 125 employés. Ce vendredi, le restaurant affiche complet. Une clientèle d'habitués, charmée par cette onéreuse simplicité. Le culte de la nature et du bien-être est aussi devenu le mantra pour attirer une clientèle qui fuyait cette capitale de tous les excès. Le dernier lieu à la mode de Saint-Tropez n'est pas à Saint-Tropez, mais à une quinzaine de minutes sur les hauteurs. Lily of the Valley, un hôtel 5 étoiles, qui a tout misé sur ce marché pour se démarquer de la concurrence. Le voyage s'est bien passé. Extrêmement bien. Bon, on va commencer un petit Perrine et Amour, un jeune couple de cadres supérieurs parisiens. peu. Et on va tout faire pour vous. Elle travaille dans le luxe, lui dans une start-up. Il s'offre 4 jours de vacances, détox et sportive. Tarif 6 100 € pour deux. Avec notre village wellness. Magnifique. Donc vous avez... Sur 3 hectares et demi, 13 000 mètres carrés de chambres et d'infrastructures sportives. 70 activités différentes. Aquabox, flying yoga, paddle yoga, float fitness. De quoi y perdre son latin. On est hors de la cohue, de cette espèce d'ambiance un peu bling-bling. Là, on est vraiment dans un endroit qui nous permet de se reposer sereinement. Ces citadins ont travaillé d'arrache-pied pendant la crise du Covid. Alors, à partir d'aujourd'hui, des coachs vont s'occuper d'eux. C'est parti! Perrine a pris le programme Ultra Wellness, Super Bien-être. Pour Amour, c'est le programme Ultra Sport. Et ça commence sur les chapeaux de roue. 3 heures de vélo électrique avec Edmond. Donc dans la forêt, on va voir essentiellement 2 types d'arbres, d'accord? On va voir les chênes, qui sont là sur notre droite, ou les pins. Cet haltérophile, salarié de l'hôtel, leur a élaboré un programme sportif sur mesure en fonction de leur morphologie, leur forme physique et leurs objectifs. C'est magique, il n'y a personne, on entend les cigales, vue sur la mer, exceptionnel. Vous auriez pu le faire tout seul, ça? Vous avez besoin d'un coach? C'est un coach, c'est un guide, il donne des conseils techniques. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. J'avoue que c'est plus intense que ce que j'imaginais, mais ça me va. Et voilà, nous sommes arrivés donc sur la plage de la Briande.
Elle n'est accessible qu'à pied. Donc vous pouvez admirer cette couleur de l'eau. Vous pouvez enlever les chaussures ça va faire du bien. et tremper les pieds directement. Allez. Il y a une autre surprise, c'est le pique-nique sur la plage. Une collation forcément équilibrée, préparée et apportée par le chef de l'hôtel. Donc un jus à base de charbon végétal, un jus vert, céleri, pomme, gingembre et un jus pour les grands sportifs avec betterave. Quel jus vous ferait plaisir? Eh bien, je vais goûter le charbon, s'il vous plaît. Allez. Le jus de charbon purifie les intestins et aide à la digestion. Je trouve que c'est des couleurs charbon assez noires. Après 3 heures de vélo, hein, franchement, j'ai déjà montré que j'étais téméraire, non? Osez aussi la recette du cake au chocolat, sans beurre, sans gluten, sans lactose, mais avec quand même du chocolat. Vincent, c'est pas un peu contradictoire ça, le chocolat avec cette remise en forme que veulent les clients qui viennent chez vous? Non, ça dépend quel type de chocolat, quelle quantité de chocolat et comment a été travaillé le chocolat. C'est sûr que si on le mange avec des sucres raffinés, avec du beurre, c'est très bon. Mais c'est effectivement c'est l'inverse de ce qu'on préconise ici. Il est bon l'abricot? Pas mal, ouais. C'est parti, je vous laisse me suivre. La journée s'achève par un jogging au coucher du soleil. Ici, on appelle ça le Sunset Run. C'est beaucoup plus chic, tellement plus Saint-Tropez. So let's go to visit this apartment on Avenue Foch. 260 square meters with 4 bedrooms. Okay. Are we ready? So the building was built in 1934. Karine Jasso, agent immobilier de luxe, propose aujourd'hui à Camille, sa riche cliente américaine, un appartement dans l'une des avenues les plus chères de Paris. And you can see the charm of the old building with all the boiseries. Originaire de New York, Camille vit à Paris depuis 10 ans. Elle est mariée à un artiste français célèbre dont elle n'a pas voulu nous révéler le nom. Ils ont 3 enfants. Cet ascenseur est immense. And you can get in with all the luggage when you come back from the airport. Ils veulent quitter leurs 165 mètres carrés, devenus trop petits pour eux. Bonjour, Camille, notre CEO, Franck Silver. Enchanté. Franck Silver, le patron de Karine, est en charge de la vente. Dès le départ, il dégaine son meilleur atout. Et venez voir, on voit la tour Eiffel. Qui pourtant ne saute pas aux yeux. La vue est incroyable. C'est assez pour vous? Ah oui, c'est assez. C'est assez parce que je peux la voir quand elle scintille. Même si je ne vois pas toute la tour Eiffel, j'en vois assez. Ça me rappelle qu'elle est là. C'est super. 10 cm de tour Eiffel, plus 260 mètres carrés, égale gros budget. Le prix de vente, 5 800 000 €, sans les meubles. We have a spectacular dining room. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau. Soit 22 000 € le mètre carré, plus du double du prix moyen à Paris. Je compte le nombre de chaises. La salle à manger est très importante pour moi, parce que là où on habite aujourd'hui, c'est bien pour mes enfants, c'est bien pour moi, mais ce n'est vraiment pas suffisamment grand pour recevoir des gens à dîner, ou bien recevoir nos amis de Manhattan qui viennent nous rendre visite. Actuellement, on est incapable de bien les accueillir. Did you see the beautiful moldings we got everywhere? Nothing comparable to New York. Absolument pas. La suite parentale de 35 mètres carrés avec sa salle de bain et son petit coin pour les essayages du matin. Pretty woman, hein? La propriétaire est comme vous, une femme très élégante. Donc elle aime bien faire des essayages. Maybe from this side you see a little bit of the Eiffel Tower. If you take a bath, maybe. Camille aimerait habiter avenue Foch. Depuis le Covid, ce quartier est devenu très prisé pour ses grands espaces et ses vues dégagées. Les prix ont grimpé, plus 20% en 2 ans.
So Camille, on this side, you'll get a shortcut and you go to Avenue Victor Hugo with all the shop, and just few steps away on Arc de Triomphe, you are close to the 8, so close to Triangle d'Or. Mais on est proche de l'avenue des Champs-Élysées? Of course. So everything is 10 minutes away. Pour ses visites, Camille privilégie le côté des chiffres pairs, le must de l'avenue Foch. On a vraiment deux catégories. Quand vous êtes de ce côté, vous êtes plein sud, baigné de soleil. On va être bien au-dessus des 20 000 € du mètre. Côté ombre, on peut avoir de très jolis produits autour de 17 000. 5 000 € en plus par mètre carré pour l'option soleil. À Paris, alors que le marché de l'immobilier classique est en baisse, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Les ventes des biens au-delà de 5 millions d'euros ont bondi de 30% en seulement 2 ans. Les prix dans la capitale restent malgré tout plus attractifs que dans des villes comme Miami, Dubaï ou Londres. Ce qui attire des fortunes du monde entier. Aujourd'hui, la Cité de l'Amour est passée en tête des villes les plus recherchées au monde. Avec des records de vente, comme cet hôtel particulier acheté pour 207 millions d'euros l'année dernière par Xavier Niel, le patron de Free. De quoi donner le tournis aux agents immobiliers qui vivent leur plus belle époque. Comme chez Sotheby's, l'un des leaders de l'immobilier de luxe. Pour le client, ce serait bien de l'emmener sur l'appartement que j'ai avec la terrasse. On parle de celui, il y a 300 mètres carrés à l'intérieur. Oui, et 450 mètres carrés à terrasse de plein pied avec la vue Tour Eiffel. Ouais. Il n'y a pas 10 terrasses comme celle-ci. Donc, Frédéric Arnoux vient de rentrer un 7 pièces dans le 16e arrondissement à 13 700 000 €. Malgré le prix, avec son collègue Stan Faria, ils sont convaincus de trouver rapidement un acheteur. Ouais. On a plus de demandes en ce moment. Voilà, c'est un peu les effets du Covid. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent pendant les 2 années de Covid, notamment en bourse. Donc du coup, maintenant, ils sécurisent un peu leur acquisition et l'argent qu'ils ont gagné dans la pierre. Pour les investisseurs, la grande tendance du moment, c'est le clé en main. Un appartement tout équipé où il suffit de poser ses valises. Hop là. Donc là, on arrive dans la galerie d'entrée. Duplex 321 mètres carrés, 5 pièces, 3 chambres. Stan en a justement un à vendre, à 2 pas du Louvre. Le propriétaire a transformé des anciens bureaux en cet hôtel particulier très haut de gamme. Le prix, 10 500 000 €. Pour trouver rapidement un client, Stan a convié l'un de ses collègues, Alexis Chauvin, qui a un large portefeuille d'acheteurs étrangers. Donc ensuite la galerie qui donne sur le patio, qui entoure tout. Il lui fait visiter en compagnie de l'architecte qui a rénové la maison. Qui fait à peu près 35 mètres carrés. Donc en plus on n'a pas la vue. Aucun vis-à-vis, ouais. Ouais, on est vraiment tranquille. Ici, pas de vue Tour Eiffel, mais juste un petit bout de ciel bleu. Le propriétaire a donc tout misé sur l'intérieur. Meubles sur mesure, des pièces de collection comme cette jarre venue d'Asie, ou encore cette table laquée à 20 000 €. Il est même allé jusqu'à choisir les vins pour les futurs acquéreurs si nécessaire, parce que ça reste tel quel. Aussi, okay. Ouais, ça reste tel quel et il y a des beaux vins. Et là, donc, on va rentrer dans la suite parentale, qui est une suite parentale qui fait 100 mètres carrés. Mini frigidaire. Tout est prêt à l'emploi, jusqu'à ces draps italiens à 2 000 €. Un service ultra luxe à 33 000 € le mètre carré, un des prix les plus chers de Paris. Pas de quoi effrayer la clientèle étrangère qui ne veut surtout pas se lancer dans des travaux. C'est vrai que pour des étrangers, par exemple, qui vont venir ici, suivre le chantier, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. La réglementation française pour déposer un permis de construire ou de déconstruire, ou si jamais j'ai besoin de mettre une climatisation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, la réglementation en copropriété. Donc le clé en main, c'est quand même, quand on a ces budgets-là, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. S'ils vendent le bien, Stan et Alexis partageront une commission d'environ 260 000 €. T'as un dossier, toi, là-dessus? J'ai toutes les pièces, le propriétaire m'a tout fourni. Maintenant, la seule chose à savoir, c'est que si jamais tu as des clients intéressés, il faut juste me prévenir un petit peu en amont parce qu'il faut que je dénonce le nom de tes clients au propriétaire. Avant de programmer la moindre visite, les agents immobiliers mènent une enquête
pour vérifier l'identité du client et s'assurer qu'il est capable de débourser de telles sommes. Des grandes fortunes que certains agents immobiliers n'hésitent pas à aller démarcher sur leur terrain de prédilection. Sur la place Vendôme, Anna Sherbinina, ancienne actrice d'origine russe, reconvertie dans l'immobilier de luxe il y a 5 ans, s'est fait inviter à une remise de prix organisée par le célèbre magazine Forbes. Ensuite, je vais appeler Solène Bocchiglioni. Il récompense les 40 femmes les plus influentes de l'année. Elles sont ingénieures, comédiennes, médecins ou encore femmes politiques, comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État au gouvernement. Ce soir, Anna espère bien trouver des gens fortunés, prêts à investir dans l'immobilier. Elle vient de repérer une lauréate, Anne Laurençon, directrice générale d'un géant américain de la tech. J'ai adoré votre discours. Moi, je suis ancienne actrice, agent immobilier, qui rêve de faire quelque chose avec le tech. Comment je fais pour avoir votre numéro? J'ai pas de... J'ai presque plus de batterie. Je veux bien votre email et peut-être aussi le numéro, parce que les mails, souvent, ça part dans les spams. Donc, un premier contact pour Anna. Je suis trop contente. Elle a créé sa propre agence il y a 2 mois seulement et doit tisser son réseau. Ce soir, elle joue aux chaises musicales. La voici quelques minutes plus tard, avec une chef d'entreprise et une femme d'affaires qui travaille pour une banque japonaise. Alors, c'est simple. Tout ce qui est le plus beau, le plus raffiné, le plus dingue, je l'ai. Je te jure. 16e, 7e, Marais, Montmartre. Vraiment. Tu me dis, je veux ça, c'est ça, tu l'as. Dans la mesure que ça existe humainement, tu l'as. Il faut que tu notes ton numéro. On va déjeuner ensemble le Trocadéro. Bonsoir. Un peu de champagne quand même, à célébrer les femmes. À nous les femmes. Ce qui est important, c'est d'être dans un bon endroit. Mais après, c'est les gens qui se rappellent de vous. Vous n'avez pas besoin de raconter les salades, etc. Je pense que les personnes essaient et sont les choses. Voilà. Donc, le premier contact est crucial. On n'en a qu'un, première impression. Et après, certainement, je vais écrire certains que je rencontrerai ce soir. On va se rencontrer et je suis certaine qu'on va faire de belles choses ensemble. Pas de piste sérieuse pour ce soir. Anna repartira avec une dizaine de contacts. Incroyable, ça va? Ça va, merci. Mais l'ancienne actrice ne compte pas s'arrêter là. Messieurs, je voudrais vraiment s'arrêter au milieu. I want to be in the middle. Anna veut impressionner son invité, qui pourrait lui rapporter gros. Parfait, monsieur. On peut s'arrêter là. Gio Elou, la star des agents immobiliers de Californie. Voilà. Je suis sans voix. Quelle vue! Gio est la vedette d'une télé-réalité américaine qui cartonne sur Netflix. Selling the OC raconte le quotidien d'agents immobiliers qui vendent les plus belles villas de luxe. En termes de confiance, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 15. En vacances à Paris avec sa femme, il en profite pour prospecter le marché parisien. À Paris, j'aime la pluie. C'est tellement romantique. Il ne pleut jamais chez moi. Il pleut 5 fois par an. Comme beaucoup d'Américains, il a redécouvert la capitale française grâce à la célèbre série Emily in Paris. Paris. Oh. La série raconte les aventures d'une jeune Américaine mutée à Paris qui évolue dans l'univers du luxe et de la haute couture. C'est une série très populaire aux États-Unis. Ma femme est complètement addicte. La dernière fois qu'on était à Paris, elle est restée à l'hôtel et a regardé toute la saison. Mais je lui ai dit, mais viens, on sort, on est à Paris. En fait, cette série fait grimper en flèche l'intérêt des Américains pour Paris. Toutes les femmes qui la regardent disent à leur mari, je veux moi aussi aller à Paris. Je veux acheter un appartement. C'est devenu à la mode. Anna espère établir un partenariat avec Gio, dont l'impressionnant portefeuille de clients pourrait l'aider à faire décoller son chiffre d'affaires. Elle lui présente un premier appartement à 5 500 000 €.
Encore une fois? Les représentants du propriétaire les attendent. Bonjour. Gio recherche un appartement pour un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le médical. Il veut un pied-à-terre à Paris. Waouh, c'est magnifique. Pour venir en famille 3 à 4 fois dans l'année. They have 3 meter 40, which is really very, very nice hauteur, ce plafond. And the finishings are really kind of great. Marble, beautiful. Dans les 280 mètres carrés, il y en a partout. Dans la cuisine, dans toutes les salles de bain, jusqu'aux toilettes. Un demi-million d'euros, rien que pour le marbre. You like marble? J'adore le marbre. Mais à la surprise d'Anna, ce qui impressionne le plus Gio, Ah voilà, ça c'est super. ce sont les placards. Vendu. Et tant mieux s'il y en a beaucoup. Pour nous, les Américains, c'est très important d'avoir des placards. Oui, mais quand même, les gens ont tellement d'affaires qu'ils veulent savoir où ils vont pouvoir toutes les ranger. Oh, j'adore ça. C'est tellement charmant. On ne voit plus ça nulle part. C'est magnifique, j'adore. C'est charmant parce qu'on ne se sent plus du tout aux États-Unis. On est à Paris. Mes clients qui cherchent à acheter à Paris ne veulent pas du moderne. Ils ont déjà ça chez eux. Ils veulent quelque chose d'authentique, comme ce parquet, comme tout ce qu'il y a dans cet appartement. Ils veulent de l'authenticité parisienne. Parisian model. This is very good because you can have Parisian with, parquet who make noises, or windows with, it's not maybe that's what you're looking for. Right? You're still looking for a comfort. Du neuf confortable, mais authentique. Grâce à un dollar plus fort que l'euro, les Américains sont plus nombreux à pouvoir s'offrir un petit bout de Paris. Finalement, le client de Gio ne fera pas d'offre sur cet appartement. Anna va devoir continuer ses recherches. À Paris, le marché est saturé et les constructions sont rares. Alors un nouveau type de bien est devenu très prisé et s'arrache à prix d'or. Ce sont des lieux à rénover entièrement, avec une grosse plus-value à la clé. Daniel Giton est marchand de biens. Il possède un hôtel particulier, niché dans une impasse dans le 16e arrondissement. Il espère le vendre à Florence, chef d'une entreprise de produits cosmétiques qui cherche des biens dans lesquels investir. Celui-ci fait 400 mètres carrés sur 5 étages, le tout pour 4 700 000 euros. Sauf qu'à l'intérieur, il faut avoir un peu d'imagination pour se projeter. Voilà. Donc du coup, sur ce plateau-là, le premier plateau, qui est d'ailleurs très lumineux, il y a c'est circulaire, ça me fait penser à Palazzo. Florence, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses cette pièce? Ce sera, j'imagine, une pièce de réception. Oui, ça c'est la pièce de réception, on imagine déjà avec un grand lustre. Voilà, vu la hauteur sous plafond. Pour faire rêver un peu Florence, 2 architectes ont été mandatés pour réaliser des plans 3D de chaque pièce. Voilà, on s'en rend compte là, si vous avez. Et là, c'est ce dont on parlait là. L'esprit, voilà un petit peu l'esprit de ce que ça va donner. La volumétrie, ça vous permet de situer la taille d'un canapé, de situer la taille d'une table de billard, d'un fauteuil, parce qu'on ne se rend pas compte, parce que c'est une pièce vide. C'est un tas d'images qu'on se met petit à petit, qu'on superpose pour arriver au projet final qui va leur plaire. J'ai pas peur des travaux. Donc c'est pas ça qui m'angoisse, les travaux ne m'angoissent pas. Donc j'ai pas peur, c'est le volume et puis la nature de la maison. Voilà, le potentiel. Florence est habituée à ce genre d'opération. Avec son mari médecin, ils achètent, rénovent et revendent plus cher. Dans une rénovation comme celle-ci, ils le savent, le choix des matériaux va faire monter l'addition. Ça, c'est de la lave émaillée. Ça peut servir pour du plan de travail, pour du sol. Delphine Momo, architecte de renom, est spécialisée dans le luxe. Si on imagine ce genre de matériaux et de finition, on peut arriver aux alentours des 3 000 € du mètre carré.
à peu près, voilà. Soit 1 200 000 € de frais de rénovation. Au total, un investissement de près de 6 millions d'euros. Logiquement, c'est pas un mauvais investissement d'investir à Paris. Mais on dans tous les cas. quand même encore un peu. Bon, bah oui, un peu obligé de réfléchir quand même. C'est pas quand vous entendez les prix, 1 million de travaux, ça a rajouté, donc c'est quand même pas négligeable. Je mets quand même beaucoup d'argent dedans. Faut pas que je le mette à fond perdu. Ce qui pourrait faire grimper la plus-value, c'est ce toit aménageable en une immense terrasse, 70 mètres carrés, qui ne sont pas comptabilisés dans le prix de vente. Tout mètre carré en plus, c'est un plus. 70 mètres en plus. Moi, même pour 10 mètres, je monte. Au prix du marché actuel, Florence et son mari pourraient espérer réaliser une plus-value d'environ 700 000 €. Pour terminer son opération séduction, Anna emmène Florence à 400 mètres du bien dans un club 5 étoiles très sélect, avec un abonnement obligatoire de 4 500 € par an. Si Anna réussit à convaincre Florence d'investir, elle empochera près de 200 000 € de commission. À l'aéroport de Nice, les taxis se prennent directement sur le tarmac. Prenez place sur les places arrière, vous avez un marchepied juste ici. D'accord. D'accord. Voilà. Sur la tête. Jacqueline, créatrice de mode, et Gwen, directeur commercial, ont choisi l'hélico-taxi pour se rendre à Monaco. 20 km, 6 minutes de vol, 800 €. On voit déjà le rocher avec sur la gauche du rocher tout en haut. On voit le palais. En voiture, le couple aurait mis plus d'1 heure à cause des embouteillages. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Là, on serait peut-être au bout de la promenade, les Anglais. Oui. Non, c'est très pratique, très rapide, il n'y a pas beaucoup de formalités. Et, voilà, et puis là, on est au pied du rocher. À peine ses premiers passagers déposés, Nicolas le pilote repart chercher de nouveaux clients. Sa compagnie est spécialisée dans les courts trajets vers Monaco, Cannes ou Saint-Tropez. En pleine saison, on a les 6 machines qui tournent toute la journée sur la totalité des destinations. Et elles tournent en 7-8 heures par jour. C'est un impact écologique énorme l'hélicoptère, non? Alors comparé à la voiture, c'est pas forcément pire. C'est même peut-être mieux. Contrairement à ce qu'il affirme, un trajet Nice-Monaco en hélicoptère est au moins 4 fois plus polluant qu'en voiture. À Nice, un hélicoptère décolle toutes les 10 minutes. Un avion toutes les 3 minutes. Collé au centre-ville au bout de la promenade des Anglais, c'est le deuxième hub aéroportuaire de France après Paris. L'aéroport des vacances, que 12 millions de passagers empruntent chaque année pour se rendre sur la Côte d'Azur. Parmi eux, une clientèle qui a délaissé l'aviation classique pour les jets privés. Ces riches voyageurs, dont les stars, comme ici l'acteur américain Robert De Niro, disposent de leur propre terminal à l'abri des regards. Un mini-aéroport avec tapis rouge et boutique de luxe. Nous avons pu nous immiscer dans ce milieu ultra fermé qui fait polémique pour son impact environnemental. À Nice, plus de la moitié du trafic aérien se concentre entre mai et septembre. Un aéroport sous tension, où le moindre imprévu peut enrayer la machine. Allô? Oui, bonjour, c'est le poste de police au terminal 2. Dites-moi. Quand sonne le téléphone de Teddy Humberset, c'est rarement une bonne nouvelle. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Teddy assure la coordination des 2 terminaux publics de l'aéroport. T'as vu à peu près où ils en sont ou pas? Pour Édimbourg. Non, ils vont pas fermer. Je vais voir avec la PAF si on peut pas faire une file exprès pour eux. Au niveau des départs, les passagers pour Édimbourg sont bloqués par la PAF, la police aux frontières. Excuse-moi, tu penses que c'est faisable de mettre une file pour Édimbourg ou pas? Non. Une seule fonctionnaire pour contrôler les passeports de 300 passagers. Presque 1 heure d'attente.
Ah ben c'est pas vous, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, si vous étiez un peu plus peut-être. Bon, évitez de passer comme ça devant tout le monde. Parce que ça... Oui, mais c'est pas encore. Oui, mais là, ils n'ont pas encore fait de la scole. L'enregistrement qui est en train de se faire, vous inquiétez pas, un peu stress, mais c'est normal, leur vol pendant une demi-heure. Un policier arrive en renfort. Et après, c'est bon là, vous pouvez commencer ou pas? Ah ouais, là, c'est bon. Parfait, merci. Il y a des passagers pour Édimbourg ou pas là? Je viens vous chercher tranquille. Teddy doit s'assurer que tout le monde embarque et que l'avion partira à l'heure. Édimbourg? Vous avez que du Édimbourg, hein? Je check, hein. S'il n'y en a pas, je fais passer au fond derrière moi. Ça doit le faire ou pas? Ouais, je pense. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, t'as tout le monde? C'est bon, on a tout le monde. Mais génial. Ben voilà, tout le monde est là. Donc c'est bon, mission accomplie. 2 policiers pour plus de 300 passagers au terminal public. Alors qu'au terminal des jets privés... Tu vas bien? Ça va? Ça va. 2 gendarmes et 2 policiers mobilisés pour assurer l'escorte d'un membre de la famille royale saoudienne. Protocole diplomatique oblige. Oui, je t'écoute, dis-moi. Ouais, vous êtes désappelés? Oui. Ils savent toujours pas. Ils savent toujours pas? L'avion doit partir dans 20 minutes, mais toujours aucune nouvelle du passager. Elle m'a dit, ça se passe pour l'hélico ou la voiture, il y aurait un penchant pour l'hélico a priori, mais rien de sûr, il m'appelle quand ils savent quoi. Ils sont dans le flou. 1 heure plus tard. On a du nouveau, donc c'est bon, le cortège arrive d'ici quelques minutes. Du moins, c'est ce que pense l'adjudant Stéphane Chapelle. Policiers et gendarmes vont attendre encore 50 minutes sous la pluie l'arrivée du cortège. Allez, c'est bon. On va pouvoir embarquer, messieurs. C'est parti. 2 heures d'attente, 4 fonctionnaires mobilisés pour accompagner une voiture jusqu'à un avion sur 100 mètres. Ben voilà, donc on a les personnalités qui débarquent de leur véhicule. On va rester là. Grâce à son statut diplomatique, ce membre de la famille royale ne se pliera à aucun contrôle ni aucune inspection de ses bagages. Pourtant, selon nos informations, ce voyage est d'ordre privé. Les gens, ils pourraient avoir du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'en pense. Moi, je suis là pour effectuer cette mission qui m'incombe. Hein, donc, je suis là pour assurer la sécurité, la sûreté justement de ces personnalités, la sûreté des avions qui transitent par l'aéroport de Nice. Le voyageur s'envole pour Venise et sera de retour à Nice dans quelques heures. Je suis dans les airs, je suis dans mon flight, je suis dans mon jet privé. Pendant notre semaine de tournage, la gendarmerie a été mobilisée pour une dizaine de vols privés, y compris ceux de célébrités. Le chanteur Bono, les acteurs Harrison Ford et Leonardo DiCaprio, un parterre de stars qui fait le bonheur de l'adjudant. Il y a 4 ans, il a même pu rencontrer son idole, Sylvester Stallone. Il était venu présenter son dernier film, le dernier Rambo. Il avait transité par le terminal d'aviation d'affaires et j'ai eu cette chance de pouvoir l'approcher et de pouvoir échanger quelques mots avec lui, avec une petite prise de photo. C'est sympa, ça laisse un beau souvenir. Voilà. À Nice, entre 2021 et 2022, les vols en jet privé ont augmenté de 74%. À Venise, au terminal affaires, Caroline, nice to meet you. How are you? ce jeune couple embarque pour la Côte d'Azur. Caroline, une joaillière qui vit à Dubaï, et son compagnon ont déboursé 10 000 € pour 1 heure de trajet. 166 € la minute de vol. You have like white wine or yes. À ce prix-là, Thank you. le couple dispose de son hôtesse de l'air personnelle, un grand cru et un déjeuner dont le menu a été choisi la veille par Caroline. Ah, se ve buena. Aprovechen. C'est un restaurant dans un avion. Fille d'un diamantaire, Caroline est une habituée des avions privés. Premier vol en jet à 7 ans.
Ce petit avion 6 places n'a rien d'exceptionnel pour elle. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez eu dans un avion privé? Ce que j'ai vu, ce serait une chambre dans un avion. Vraie chambre? Une vraie chambre avec salle de bain, lit, une chambre. Vous alliez? C'est secret. Caroline est attendue dans 1h30 à l'hôtel Martinez de Cannes pour proposer ses créations aux célébrités qui vont monter les marches du festival. I think if she's wearing the white gold, maybe she can wear this one too. You know? Il y a à peu près 20 000 euros. 20 000 euros de bijoux. Donc je ne veux pas prendre le risque de prendre un avion de ligne et de les perdre en soute. J'aurais dû payer une compagnie de sécurité qui me les envoie là où je vais, mais au final, si je dois payer à chaque fois là où je voyage les bijoux avec une sécurité, ça me coûterait beaucoup plus cher au final que de prendre un jet. Pour ce trajet de 445 km, le couple pollue 10 fois plus que s'il avait pris un vol commercial. Ce jour-là, il y en avait 2 entre Venise et Nice. Dans tous les cas, si c'est pas moi qui aurais pris ce jet, quelqu'un d'autre l'aurait pris. Donc, si on interdit les jets dans un an ou deux? Bah c'est pas grave, je prends un avion normal. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Okay. Thank you for the flight. Thank you. Have a nice day. Bye. Dans l'aviation privée, toutes les folies sont possibles. À quelques kilomètres de l'aéroport, dans cette zone industrielle. Alors, on nous commande de dernière minute pour Cannes dans 1 heure. Sarah et Laurent dirigent une société de traiteurs de luxe qui fournit exclusivement les jets privés. Alors, tu as un avocado toast vegan, un open sandwich cheese et 200 grammes de berries à dresser sur la. C'est bon. Claire sur la burrata, nickel. Je vais vous prendre des petites tomates demi-séchées. La commande doit être prête dans moins de 15 minutes. Bah, le passager, il décide de partir, donc il a besoin de manger. Donc, Il aurait pu décider hier de manger. Bah, peut-être qu'il a un rendez-vous qui s'est déclenché maintenant, peut-être qu'une envie soudaine d'aller quelque part, voilà. Oui, c'est difficile de dire non aux clients parce qu'ils ont l'habitude d'avoir que des oui. À la carte, salade, club sandwich, très classique. Le homard, on peut le flamber, Mike, on peut le... Mais aussi homard flambé au cognac, risotto de Saint-Jacques. Et dans l'avion, tout le monde a le droit à son petit plaisir. Un de leurs habitués a pour chaque vol la même exigence. On a un client qui demande pour son chien, il mange du vitello tonato. C'est quoi? C'est pas une blague, donc c'est du veau tranché très fin avec une petite sauce au thon et de la dinde tranchée très finement parce que sinon le chien ne digère pas très bien. Et une fois, il nous avait demandé genre 2 mètres carrés de gazon en plaque pour l'avion, pour que le chien se sente bien durant le voyage, quoi, qu'il soit pas trop dépaysé, qu'il soit comme à la maison dans le jardin, quoi. Bien sûr, on n'a pas eu les autorisations, on l'a pas fait, quoi. Alors, on a eu 2e commande de dernière minute. C'est un rajout, en fait, il y a un passager en plus. Donc, les passagers décident rarement à l'avance ce qu'ils souhaitent manger. 6 bifs, une niçoise, 3 petits fours et il y a 2 croissants en pick-up. Je préviens Morgane. Okay, tout à fait. Alors l'équipage commande un peu de tout, par précaution. Il va manger tout ça, ce passager? Ah ben après, ils donnent le choix. C'est-à-dire quand ils arrivent, c'est un peu le luxe d'avoir le choix, si on peut dire. Quand ils arrivent à bord, ils ont le menu, c'est sûr qu'ils vont toujours commander peut-être 2, voire 3 salades différentes, peut-être un tartare, peut-être après un assortiment de fromage, peut-être quelques fruits entiers, brochettes de fruits, fruits tranchés. Pour le chaud, peut-être 2 poissons, 2 viandes, différentes garnitures. Ça devient quoi tout ça? Souvent les équipages se régalent. Si les commandes respectent en général la carte du traiteur. Certains clients n'en font qu'à leur tête. Ce jour-là, Sarah doit assurer une livraison urgente à un déjeuner pour une dizaine de personnes. Bonjour. Que ces équipes n'auront pas à préparer. 6 cheeseburgers, 6 royal bacon, 4 Big Mac, 4 grandes frites, 2 iced tea, 6 coca. C'est une grande faim que vous avez là. 128 €, s'il vous plaît, madame. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, merci. Cette commande sera facturée 15% plus cher par Sarah.
Nos clients sont comme nous, ils ont des envies. Parfois, on a nous aussi envie d'un fast-food, parfois on a envie d'un risotto à la truffe, parfois on a envie d'une simple salade ou de simples légumes vapeur. La patronne livre directement sur le tarmac. En moyenne, 1 heure avant le décollage des avions. Hello, I'm fine and you? Elle n'a de contact qu'avec l'équipage. The éclair, the fresh juices. Entre le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, le mois de mai constitue la plus grosse période d'activité pour le business des jets privés en Europe. L'aéroport de Nice est saturé. Oui, Irina Patrick, on a une demande. Béguinil, Marseille. Ah, d'accord. Et cela ne fait pas les affaires de Patrick Azemar. Il est broker. Il réserve les jets privés pour les riches voyageurs. Cannes et Nice est fermé. Voilà, ça a été refusé parce que le parking il était complet. Un de ses clients londoniens veut assister au Grand Prix de Monaco. Mais pour atterrir à Nice, plus aucun créneau, ce qu'on appelle un slot. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir les slots à Marseille? L'aéroport de substitution alternative, c'était Cannes, mais Cannes est complet aussi, à cause du festival aussi. Donc aujourd'hui, il reste Marseille, Avignon. Il vaut mieux venir ou se poser à Avignon et prendre un hélico, à la limite. Pour trouver un vol entre Londres et Marseille, Patrick Azemar dispose d'une plateforme où les propriétaires de jets mettent leur avion en location avec leur équipage. Un Uber du ciel version grand luxe. Il a le choix entre 471 avions. Le premier prix, donc au départ de base, est autour de 9006. C'est un avion de 6-7 places qui est très confortable. Si on prend celui-là, c'est un avion qui est un peu plus gros, doit être vers la Yougoslavie ou la Tchéquie. Il se propose d'aller me chercher les clients à Londres, de les ramener à Nice et de repartir à sa base. Donc c'est vrai. Donc il va à vide. Il va chercher les clients à vide et il les ramène à Nice. Parce que le client veut qu'un aller simple. Dans le monde, presque un jet privé sur 2 vole à vide. Pour ce trajet Londres-Marseille, le problème va vite être réglé. Finito. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de slot sur Marseille non plus. Oui. Je voulais proposer l'avion sur Marseille à ce client. On va lui conseiller qu'il prenne l'avion commercial, ça fera moins de pollution. Interdire les jets privés, vous en pensez quoi? C'est une aberration. Pourquoi on interdirait les jets privés? Alors interdisons les conteneurs d'arrivée de Chine, interdisons les usines à charbon, faisons que de l'électrique, mais c'est impossible. Les gens ont besoin de se déplacer aussi. L'année dernière, 34 700 jets ont transité par Nice. Entre ces avions privés et les vols commerciaux, jusqu'à 400 décollages et atterrissages par jour. Un trafic de plus en plus dense à 2 pas du centre-ville qui exaspère les riverains. L'extension de l'aéroport, on n'en veut pas. La planète est en danger et nous, on ne veut pas crever. Les manifestations se multiplient contre un projet d'extension de l'aéroport. 6 nouvelles salles d'embarquement pour accueillir au moins 3 millions de passagers en plus par an d'ici 2026. Isabelle et Alain, fonctionnaires à la retraite, vivent sur les hauteurs de Nice, juste au-dessus des pistes. Tiens, regarde, il y en a un qui arrive là. Il n'y a plus de décollage, mais on a les atterrissages. À la tienne, chérie. Ils ont acheté cette maison il y a 26 ans. Le premier apéro là en 96, c'était comment là? C'était beaucoup plus calme. Qu'est-ce que c'est vrai? Ah ouais, honnêtement. On entendait moins toutes ces nuisances. Ah ben là, vous entendez là? Vous voyez? Il y a même des avions qu'on ne voit pas parce qu'ils décollent de l'autre côté, mais les bruits des moteurs, on les entend. Hein. Ça m'inquiète parce qu'on garde notre petit-fils très régulièrement ici. Hein. On l'aura demain matin d'ailleurs. Et je veux dire, même pour sa santé, on essaye de profiter du jardin avec lui, mais bon, il y a tous les désagréments qui vont avec. Hein. Isabelle et Alain n'envisagent pas de déménager. Ils ont souscrit un crédit de 8 000 € pour isoler phoniquement toute leur maison. L'aéroport, lui, assure tout faire pour limiter la pollution et les nuisances sonores. Nice Véhicule Flyco 2, rebonjour. Je vais devoir faire un petit tractage de kilos vers le poste 31 d'ici 5 minutes, si c'est bon pour toi. Émilie Polizzi est coordinatrice des opérations pistes. J'appelle le solde dès qu'on est prêt, merci. Auparavant,
les jets faisaient tourner leur moteur plusieurs heures avant le décollage pour faire leur plan de vol et alimenter climatisation et frigo. Depuis 2016, ils sont convoyés vers ces grosses prises électriques qui prennent le relais. C'est comme une voiture électrique, hein, c'est un câble qui fournit de l'électricité à l'avion, tout simplement. Je me mets à la place des riverains, là, ça peut paraître une goutte d'eau, parce que ça fait quand même un bruit incroyable. Là, je suis à côté, l'odeur du kérosène. Ouais, mais après, ça va être pareil que pour les petites mobylettes qui passent sur la prom à 3 h du matin, qui font un bruit strident. Le problème, c'est que c'est un aéroport qui est construit à côté de la ville, quoi qu'il arrive. Donc le risque zéro sans bruit, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Maintenant, l'aéroport met tout en œuvre pour essayer de diminuer ses impacts, nuisances sonores, environnementales. D'ailleurs, on est un des aéroports ayant reçu l'accréditation carbone neutre. Un aéroport vert au sol, mais dans les airs. Nice et la France en général n'ont jamais connu un tel trafic de jets privés. 62% de vols en plus en 2022.